Et aujourd'hui, nous allons parler images, nous allons parler études photographiques. Vous le savez, avec la modernisation des appareils photo, avec le fait que nous possédions tous ou presque des smartphones, des petits appareils numériques dans la poche, des mini-caméras, bah, ça devient de plus en plus compliqué de savoir ce qu'est une vraie photo. Ça veut dire quoi une vraie photo? Ça veut dire quoi d'avoir un vrai dossier par rapport aux ovnis? Parce que c'est vrai qu'on peut prendre une photo du soleil, faire bouger un petit peu son appareil et puis dire qu'on a vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Il faut donc des spécialistes pour analyser tout cela. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'Antoine Cousin et François Louange. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, on va commencer par introduire Antoine Cousin. Antoine, les auditeurs vous connaissent déjà, et en tout cas, tous ceux qui fréquentent le forum de Radio Ici et Maintenant vous connaissent. Antoine, vous avez un pseudo sur ce forum, c'est Eleven August. Eleven August. C'est au hasard ou... C'est lié en fait à l'histoire de l'éclipse du 11 août 1999, à laquelle j'ai pu assister à Fécamp en pleine bande de totalité et qui m'a laissé un souvenir impérissable. Donc en mémoire de ce souvenir-là, j'ai gardé ce, ce pseudo Eleven August. Donc, Ça a été quoi comme souvenir impérissable? c'est le phénomène astronomique déjà en lui-même qui est extraordinaire. Euh, c'est quelque chose que je souhaite à tout à chacun de pouvoir voir dans sa vie. C'est une fois qu'on en a vu un, après on a envie d'en voir d'autres. Euh, et puis c'est une comment dire, c'est une ambiance. On se retrouve au milieu de gens qui assistent au même phénomène. C'est quelque chose vraiment d'inoubliable. Le phénomène ovni, Antoine Cousin, c'était une passion déjà? Un phénomène ovni, ça remonte au début des années 80, avec la classique lecture des livres de Hynek, Vallée, comme beaucoup de monde. Je me suis très vite abonné à la revue Lumière dans la nuit de Joël Ménard, qui à l'époque était dirigée par Vélit. Et j'ai pu mener quelques enquêtes sur le terrain, comme beaucoup d'enquêteurs à l'époque, et constater que beaucoup de gens ordinaires racontaient des choses extraordinaires. Donc j'ai mené plusieurs enquêtes sur tout un tas d'observations par des personnes diverses et variées, en particulier dans la région Bretagne, sur des cas très intéressants, entre autres quelques rencontres rapprochées du troisième type qui sont inédites, dont je parle dans le forum d'ailleurs. Et j'ai fait un break après cette éclipse de 1999 de quelques années pour revenir entre guillemets sur le devant de la scène en 2007 avec l'affaire des drones californiens que tout le monde connaît. Et cette affaire des drones, alors on peut évidemment en trouver des restes encore, des gros dossiers sur le forum de la radio. Tout à fait. C'est tout à fait passionnant. Vous avez étudié une série de photos. L'affaire des drones, je peux pas parce qu'il faudrait faire 10 émissions de suite sur le sujet. Mais ouais, c'est tout à fait passionnant. N'hésitez pas à y faire un tour. Antoine, vous avez décidé de vous intéresser à l'image, hein, au travail de l'image. Alors c'est justement, oui, tout à fait. Donc c'est justement cette histoire des drones qui m'a amené à l'image. Alors cette histoire des drones est très complexe parce que ça consiste en une série de photographies prises de divers endroits de Californie. Et ces séries de photographies ont toutes des caractéristiques différentes, prises avec des appareils photo différents et des systèmes de modification d'image qui ont été effectués sur ces photos différents. Donc on a mené une enquête fouillée, approfondie avec plein de personnes dans le monde. La Drone Team. Voilà, la Drone Team. Il y a même un site dédié qui a été créé pour ça. Et c'est ce qui a aiguillé vraiment mon intérêt plus spécialement vers l'analyse photo et vidéo. On note que pour les drones, il n'y a pas encore d'explication, que certaines photos restent totalement inexplicables et que plusieurs hypothèses ont été émises. Comme souvent dans le dossier OVNI, il n'y a pas forcément d'explication. On rappelle qu'OVNI, ça veut pas forcément dire objet extraterrestre, ça veut dire objet volant non identifié. C'est important pour ce qu'on va dire aujourd'hui, non identifié. On ne sait pas ce que c'est. Après, on fait des recherches dessus. Alors donc, pour revenir donc à ces drones et puis pour avancer un petit peu plus sur le dossier donc photo-vidéo, donc cette affaire donc des drones, il n'y a jamais eu de dossier de fait dessus, elle n'est pas pleinement élucidée, même si on soupçonne des trucages à divers niveaux sur les photos. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de ça, qui est derrière ça. Est-ce que c'est un organisme gouvernemental? Est-ce que c'est divers individus? Mais bon, c'est une affaire complexe.
Et je pense revenir sur cette affaire-là avant la fin de l'année ou l'année prochaine pour faire un dossier plus complet, en regroupant tout ce qui a été fait et en me servant justement du logiciel dont on va parler tout à l'heure pour pouvoir approfondir les analyses. C'est exactement ce que j'allais dire, grâce à une nouvelle technologie, peut-être, ou en tout cas avec un nouveau logiciel qui permettra de travailler différemment sur les photos. Tout à fait. Ce qui nous amène évidemment à présenter François Louange qui est avec nous aujourd'hui. Cette rencontre entre vous deux, c'est ce qui fait cette émission, c'est ce qui scinde cette émission, ce que vous allez faire ensemble. Mais évidemment, on va parler de la carrière de François Louange. François Louange, passionné des images. Je ne sais pas par où commencer par rapport à votre CV qui est plus que rempli, plus que chargé. Vous apparaissez quand on regarde l'ufologie française, vous êtes là, vous êtes présent, et je ne sais pas par où vous souhaitez commencer à vous présenter. Écoutez, c'est gentil, c'est pas si important que ça. Je peux vous présenter brièvement les deux voies que j'ai suivies dans les 40 dernières années. La première étant ma carrière professionnelle, la deuxième étant les activités liées aux ovnis à un titre ou à un autre. Alors bon, pour faire bref, disons qu'au départ, je suis ingénieur docteur dans le domaine du traitement de signal et que j'ai fait la première partie de ma carrière professionnelle au sein de l'Agence spatiale européenne, à la fois en Allemagne et en Espagne, dans les centres dits de contrôle de satellites. Donc c'était le début du spatial européen et ça consistait à faire des logiciels de contrôle de satellites, de traitement de leurs données, et en particulier dans la dernière phase qui était en Espagne, de traitement d'images prises par des satellites astronomiques qui pour la première fois faisaient des spectres ultraviolets très loin dans l'espace, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en premier. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à partir de 80 à rentrer en France et travailler en tant qu'initialement consultant indépendant sur un projet militaire, disons, de satellite d'observation. Et le problème était de définir les moyens pour traiter ces nombreuses et énormes images qui allaient tomber du ciel et dont on ne savait pas à l'époque ce qu'on ferait, puisqu'on n'avait même pas encore les satellites spot à disposition dans le domaine civil. Bon, donc j'ai travaillé comme consultant pour la défense là-dessus et un peu eu la chance de développer, avec évidemment bien des gens, je ne suis pas tout seul, une technologie nouvelle qu'on avait appelée la PIAO, photo-interprétation assistée par ordinateur, qui en gros consistait à voir que les idées qu'on avait à l'époque sur le thème tout va être fait par l'intelligence artificielle, par les machines, on va se débarrasser de l'humain, étaient totalement irréalistes et qu'au contraire, il fallait mettre à portée de gens qui ont un métier, celui de l'interprétation des images, ce que fait très bien Antoine dans le domaine qui nous concerne. Il fallait débarrasser ces gens-là de la lourdeur de l'informatique et leur donner des outils aussi souples que possible et qui leur demandent le moins de tracas possible, de façon à ce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font, qui est déjà assez compliqué comme ça. Donc il y a eu cette phase où j'ai travaillé avec la défense comme consultant là-dessus, qui a été suivie d'une phase où j'ai créé une société qui s'appelait Fleximage et qui était dédiée exactement à la même chose. Fleximage n'existe plus aujourd'hui ? Fleximage n'existe plus. Enfin, les gens et l'activité existent encore, mais cette société qui a vécu très exactement jour pour jour 18 ans a commencé par être totalement indépendante. C'était une affaire d'une poignée de gens avec moi pour développer initialement un logiciel qu'on avait baptisé, qui existe encore, qui s'appelle Okapi, qui était un outil cartographique d'aide à la photo-interprétation et donc tous les services qui tournent autour, c'est-à-dire l'aide à la mise au point de centres de renseignement, à la formation aux techniques de l'analyse d'images, etc. Donc j'ai dirigé cette boîte pendant 18 ans, mais il se trouve, comme dans toutes les évolutions de boîtes, qu'il y a des hauts et des bas, il y a eu des périodes plus difficiles. J'ai petit à petit cédé départ à un grand industriel qui était tout à fait bienvenu dans cette affaire-là, qui s'appelait Aérospatial à l'époque, et qui ensuite s'est fondu pour devenir l'énorme monstre EADS. Et disons qu'au fil des années, petit à petit, nous sommes devenus filiales à 100% de ce groupe, qui a eu l'amabilité de me faire confiance tout le long et de me garder dans l'équipe de direction générale de cette boîte. Et puis, au bout de 18 ans, fin 2006, dans l'organisation générale de ce groupe, pour qui nous n'étions qu'une petite goutte d'eau, il a été décidé de créer une filiale de ADS qui s'appelle Cassidian, qui s'occupe de tout ce qui est sécurité et défense. Et toutes mes activités, mes personnels, mes logiciels, tout ça ont été réintégrés dans un site unique qui se trouve à Elancourt, dans la région parisienne. Et la société Fleximage en tant que telle a été dissoute. Donc à ce stade-là, bon, j'ai cessé cette activité industrielle et je suis redevenu consultant indépendant. Et là, je rejoins la deuxième partie de mon descriptif qui est les activités OVNI, puisque je ne fais plus que ça en tant que travail professionnel. Vous vous y intéressiez déjà avant ? Alors les OVNI, ça c'était un petit peu ce que j'ai fait. Bien sûr. Sur le plan
disons, professionnel officiel. Oui. Et puis, parallèlement à ça, depuis une quarantaine d'années, je m'intéresse à ce phénomène et j'ai eu très vite la conviction, grâce à quelques bons livres rencontrés par hasard, Heineck et Vallée, que j'ai pu connaître par la suite, qu'il y avait des choses à faire et que ces choses, il fallait absolument qu'il y ait au moins un ou deux organismes professionnels qui fassent ça. Quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire qu'un professionnel et un officiel, par définition, est plus intelligent qu'un amateur éclairé ou un passionné. C'est totalement faux et on a beaucoup de contre-exemples de ça. C'est simplement que pour faire un travail dans un domaine aussi complexe, il est tellement complexe que ça fait 60 ans qu'on en parle et qu'on n'a absolument pas progressé, pour être honnête, il faut un travail très très suivi. Et un travail très très suivi, si c'est sur un plan purement des loisirs du week-end avec la vie familiale et tout le reste, c'est pas vraiment possible. Alors que si on est payé pour faire quelque chose et que ça dure, ça peut durer ce que ça dure et le travail reste. Voilà, donc je me suis beaucoup battu pour ça pendant longtemps. J'étais à l'époque en Allemagne, au début, à l'agence spatiale. J'ai essayé de monter des projets dans l'agence spatiale. Bon, finalement, ça n'a pas marché. C'est ta petite histoire, je pourrais en parler longtemps, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne savais pas que parallèlement, il y avait un dénommé Claude Poher qui faisait la même chose en France, avec succès lui, et qui a créé le GEPAN. Donc les conséquences de ça, c'est que dès que je me suis retrouvé de retour en France en 1980, j'ai été en relation très étroite avec le GEPAN, dont j'ai très bien connu et lié des liens d'amitié avec tous les patrons successifs, et avec qui j'ai pu travailler sur des dossiers, sur des sujets liés à l'analyse d'images ou liés, dans certains cas, à l'analyse audio d'ailleurs. On se rappelle le cas de Nord-sur-Erdre, que j'ai eu la chance de pouvoir analyser pour eux et expliquer définitivement. Bon, on ne s'en rappelle pas forcément, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pour les gens très vieux comme moi, effectivement, nous, Nord-sur-Erdre, c'était le cas où un jeune enfant qui avait fait un témoignage d'OVNI avait enregistré un son tout à fait bizarroïde sur son magnétophone au milieu de la chanson Joe le Taxi qui était célèbre à l'époque. Et cette phase de son qui dure quelques dizaines de secondes avait intrigué beaucoup de gens s'étaient testés dessus. Bon, finalement, il y a eu méprise, ou je ne pense pas que c'était même forcément volontaire de la part du gamin, mais l'explication finale est démontrée dans des labos d'acoustique, c'est qu'il avait pressé le mauvais bouton et ce qu'il avait enregistré, c'était sur les bandes FM, c'était probablement ce qu'on appelle une moulinette à caviar dans le milieu des radioamateurs. C'est le son créé par certains gros radars transhorizons qui, on en revient juste, je vous coupe un instant, on en revient à ce que disait Antoine Cousin en tout début d'émission. Ce qui lui a plu, ce sont des choses extraordinaires qui arrivaient à des personnes ordinaires. Absolument. Alors ça, c'est un point très important. Les gens qui ont étudié tous, je veux dire bien avant moi, les Heineck et autres, se sont aperçus d'une chose, c'est que la répartition des populations de gens qui racontent des histoires d'OVNI est parfaitement semblable à la répartition des populations tout court. Je veux dire par là que le pourcentage d'évêques ou le pourcentage de bouchers dans les témoins d'OVNI, c'est le même que celui des évêques et des bouchers dans la population. Donc ça touche tout le monde et c'est complètement universel. C'est ce qui rend le sujet sérieux d'ailleurs. Parce que si on est un peu sceptique et qu'on débarque dans ce domaine, j'affirme aux gens, oui, mais on a des millions de témoignages et d'enregistrements. D'accord, mais il faut être honnête. Il faut dire que si on fait un tout petit effort, il y en a au moins 80% qui disparaissent et qui s'expliquent tout de suite. Bon, les fraudes étant une petite minorité, mais les méprises de tous ordres et qu'on ne peut pas critiquer sont très nombreux. Oui, mais le reste, à l'échelle mondiale, ça représente d'abord un grand chiffre et surtout c'est très homogène. C'est un peu partout. Les gens racontent les mêmes choses. Donc ça pose un problème. Donc il y a des choses à expliquer. C'est tellement vrai qu'il y a déjà certaines choses qui ont été expliquées depuis. Il y a des phénomènes qui n'étaient pas connus au début des recherches sur les ovnis dans les années 60-70, qui portent un nom maintenant. Je peux citer les sprites que tous les ufologues connaissent, qui sont des phénomènes mis en évidence dans l'atmosphère. Mais il m'est arrivé de dialoguer avec le président du CNRS à une époque, qui était un spécialiste des sciences atmosphériques, donc il savait à peu près de quoi il parlait. Il me disait, mais vous savez, tous les 2 ans, on découvre un nouveau phénomène avec une composante lumineuse. Et ne serait-ce que pour ça, récolter des témoignages de choses bizarres, ça peut rendre service parce que ça peut nous faire avancer. Vous ne travailliez que sur des rapports qui vous étaient faits ou est-ce que vous étiez en contact avec les témoins ? Il y a eu les deux, parce que pendant toutes ces phases, j'ai travaillé contractuellement, je veux dire, pour le GEPAN plusieurs fois là-dessus, sur des choses comme ça, et sur des projets d'ailleurs de détection. Ça, c'était assez intéressant comme histoire, parce que là aussi, on pourrait parler longuement des voies possibles pour progresser réellement dans l'ufologie. Mais à titre personnel, je me suis aussi beaucoup intéressé au sujet, et notamment dans la phase où j'étais en Espagne, j'ai beaucoup été au-devant de témoignages inédits, de gens qui venaient se confier, qui avaient un peu confiance parce qu'on avait une bouille de scientifiques, etc. Et c'est très instructif parce qu'on s'aperçoit d'abord de la bonne foi de la plupart des témoins, effectivement, et puis ensuite de la richesse des choses, et ensuite des problèmes sociologiques que pose quand vous avez un type, ça m'est arrivé notamment en Espagne, un type à haute responsabilité politique, très connu du public,
qui a vécu un truc ou cru vivre un truc, peu importe, de bonne foi, du type rencontre rapprochée, et qui garde ça pour lui toute sa vie parce qu'il se dit le jour où je balance ça, éjecté de la sphère, vous vous dites, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai, c'est un autre sujet, mais ça veut dire que d'abord, il ne raconte pas d'histoire sciemment en tout cas, et puis deuxièmement, il y a quelque chose à élucider. Et même si ce n'était à l'arrivée, dans le cas précis, qu'un problème psychologique, c'est déjà intéressant en soi. C'est déjà intéressant. Quand vous parlez effectivement des témoignages, nous avons noté, nous, à la radio, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui voulaient bien ou qui avaient la gentillesse de se confier à nous. Et on voyait effectivement qui disaient, bon, désolé, c'est ridicule, ne vous moquez pas de moi. On leur disait, non, on ne va pas se moquer de vous. Et des fois, effectivement, c'est totalement ridicule. C'est le côté intéressant de la chose, parce qu'on voit que les personnes disent la vérité, mais que ça apparaît comme allez, presque une provocation. Plus c'est extraordinaire, moins on trouve les mots, parce qu'on n'a pas de référence. Donc ça explique aussi des méprises, d'ailleurs, parce que quand on voit des choses inattendues, on ne sait plus évaluer ni l'état, ni les distances, ni comment on s'appelle. Enfin bon, c'est troublant, quoi. Les appareils modernes ont vraiment changé la donne, François Lorange ? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est dans le domaine de la photographie, c'est l'apparition du numérique. Parce que l'argumentaire que je développais il y a 25-30 ans, c'était comment voulez-vous qu'on puisse disposer de photographies de bonne qualité de ces phénomènes, sachant que, les phénomènes, c'est rarissime. Ensuite, pour que quelqu'un le voie, bon, c'est un coup de chance inouï. Pour qu'il ait sous la main un appareil photo, c'est rarissime. Qu'il soit prêt à l'emploi et que le gars ait le sang-froid de s'en servir, c'est rarissime aussi. Donc ça fait des tas de multiplications de rareté qui font que ça aurait été vraiment un coup de bol extraordinaire. Aujourd'hui, la donne change. Tout le monde a un téléphone sur lui, un appareil photo, le réflexe de photographier tout et n'importe quoi. Première différence. Deuxième différence, les photos numériques, que les gens le sachent ou pas, ça ne change rien, contiennent des données dites métadonnées qui donnent des informations précieuses sur la marque de l'appareil, sur la date, sur les réglages, etc. Bon, les petits malins savent que ça existe, ils savent même trafiquer ces données. Et là, je me retourne vers Antoine, qui est le grand détecteur de mensonges dans ce domaine-là. On s'y arrêtera effectivement. Et puis une troisième et dernière différence fondamentale, c'est des caractéristiques techniques. Il se trouve que, sans rentrer dans la technique, on n'est pas là pour ça, mais les appareils numériques ont une profondeur de champ qui est assez différente, enfin, disons d'une façon générale en tout cas, assez différente de celle des appareils argentiques classiques. Ça veut dire quoi? Profondeur de champ, c'est la distance minimale et maximale entre lesquelles les choses apparaissent nettement. Avant c'est flou, après c'est flou. Bon, il se trouve que, alors pour ce qui est de la distance maximale, en général c'est très loin ou c'est l'infini, donc ça ne joue pas. Mais pour la distance minimum, les appareils numériques ont une distance beaucoup plus courte. Ça veut dire qu'ils voient beaucoup mieux les objets très près. Autrement dit, tous ces milliers de cas sur lesquels on perd son temps à longueur de semaine d'insectes ou de petits objets ou de poussière ou de soi-disant orbes qui se baladent autour de la caméra, on les voit sur une photo numérique, on les verrait pas sur la même photo prise avec un argentique parce que ils voient plus près, d'une part, et que le flash, dans le cas des appareils compacts, la lumière se trouve très proche de l'objectif, donc éclaire des petites cochonneries qui sont à ras de l'objectif. Est-ce que c'est pas un piège, ça d'ailleurs? Parce qu'il y a tellement de photos qu'on peut devenir blasé et laisser passer de côté des photos qui elles-mêmes sont intéressantes à étudier. C'est tout le problème. Avant, on se plaignait on déplorait le fait que personne n'avait d'appareil photo. Il ne devrait photo, pas y avoir beaucoup de photos. Maintenant, on croule sous les photos. Alors il faut, je reste en rapport assez étroit avec mes amis du GIPAN, on en arrive très vite à une posture qui me paraît de bon sens et qu'on avait déjà définie dans le colloque de Pocantico en 17, qui est de dire quand on a une photo dite orpheline, c'est-à-dire où il apparaît quelque chose que personne n'a vu et qui apparaît sur aucune autre photo, c'est pas la peine de perdre son temps parce que au mieux, on aura un petit génie comme Antoine qui va arriver à nous sortir, et c'est intéressant, c'est vrai, mais l'explication finale, en gros, on sait qu'on n'a rien à en tirer. Dans quelques instants, nous allons donner des exemples, c'est vous qui allez en donner, Antoine aussi, des exemples de photos traitées. Juste avant, on va finir votre carrière dans le milieu UFO, mais juste une chose, j'ai vu récemment, il y a quelques mois, des articles parlant de photographie, d'un nouveau système lancé où le nombre de pixels était si nombreux que l'on pouvait prendre une photo et faire le point après. Oui. Est-ce que ça peut révolutionner justement l'étude de ce genre de choses, ça? Théoriquement, oui. Sur un plan théorique, c'est assez fascinant. Parce que si on peut faire le point sur le fond, comme sur le brin d'herbe qui est devant, là, à ce moment-là, Antoine? Oui. Oui, alors, effectivement... Un système allemand, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être, oui. Je sais non, pas. Mais oui, j'ai vu ça sur le plan théorique, c'est tout à fait intéressant et valide.
Je ne sais pas si ça va rentrer dans les mœurs rapidement, parce que là, on parle de quantité d'informations, mais sans doute qu'un jour ou l'autre, comme toutes les choses qui paraissent impossibles, ça va devenir banal. Je ne sais pas vous dire. C'est sûr que ça va offrir beaucoup de possibilités sur le plan de la photo. Alors maintenant, sur l'analyse des documents présumés devenus. Ça peut être pas mal de pouvoir faire le point sur un insecte qui est tout au fond. Oui, c'est vrai. On continue donc sur votre carrière dans le milieu OVNI. Hein. D'accord. Alors dans le milieu OVNI, indépendamment de mes activités pour faire des rapports sur des cas, il m'a été donné dès 82 de faire pour le GEPAN de l'époque un petit peu un état de l'art de tout ce qu'on pouvait faire sur l'analyse des photos, parce qu'en fait ça fait intervenir des branches de la science et de la technique différentes qui ne se parlent pas beaucoup, qui n'ont pas les mêmes unités et tout ça, qui vont depuis les techniques photo proprement dites, à l'optique, à la propagation atmosphérique, les notions de modulation de transfert, enfin bon, de flou lié à la diffusion atmosphérique et choses comme ça, ou voire des notions d'astronomie si on parle d'objets pris la nuit. Donc j'ai pu faire ça. J'ai eu la chance, pour citer les choses un petit peu plus marquantes, de participer dans le groupe des scientifiques, hein, entre guillemets, au colloque de Pocantico. Donc ça, c'était un épisode assez amusant, où je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Rockefeller, célèbre américain, pas très pauvre, et qui plaçait intelligemment son argent en choses soit liées à l'art, soit liées aux sciences, avait voulu comprendre pourquoi le monde scientifique ne s'intéressait pas aux ovnis. Il avait donc chargé un professeur d'astrophysique, le professeur Storok, d'organiser un colloque privé dans la maison de Pocantico, qui est l'ancienne maison d'ailleurs d'habitation de la famille Rockefeller, qui mérite le détour à elle seule, d'organiser un colloque en faisant se rencontrer d'une part une sélection de chercheurs sur les ovnis ayant des choses à dire sur le thème traces physiques associées aux ovnis. Donc c'était bien ciblé pour un petit peu mettre en appétit les scientifiques. Et puis en face, un panel de scientifiques, pour la plupart, je ne parle pas de moi, c'était un peu l'exception, mais des scientifiques reconnus, bien établis, etc., ne connaissant pas bien le dossier ou étant éventuellement hostiles au départ, pour les faire dialoguer et voir si on pourrait dire un peu autre chose que ce disait le rapport Condon quelques décennies plus tôt, à savoir, les ovnis c'est de la foutaise, et deux, la science n'a que du temps à perdre à s'intéresser à ça. Alors ce colloque a eu lieu, il ne s'est pas déroulé du tout de la façon prévue. Disons qu'une des meilleures interventions était la française par Jean-Jacques Velasco, qui à l'époque dirigeait le CEPRA. Mais les scientifiques n'ont pas pu tirer de leçons tout de suite. On s'est donné quelques mois et en fait un an de battement entre scientifiques pour essayer de prendre un texte que tout le monde admettrait, parce que la réalité c'est qu'au bout d'un jour ou deux de ce colloque, il y a plusieurs types qui ont dit moi je m'en vais, je ne veux pas cautionner ces bêtises, etc. Bon. Et on a fini par sortir un communiqué commun qui a été lancé dans le monde entier par les agences de presse le même jour et qui a eu un certain retentissement un peu partout sauf en France. Pourquoi? Parce que c'était l'été 98, en plein au moment de la finale de la Coupe de France, la Coupe du Monde de foot, qui passionnait beaucoup plus les foules que les histoires de soucoupes volantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les scientifiques ont dit, en gros, par rapport à Condon, sur le premier point, à savoir, on n'a pas la preuve qu'il y ait quoi que ce soit, ni extraterrestre, ni même phénomène. Bon, on est toujours à peu près au même stade parce qu'on n'a pas vraiment avancé. Mais par contre, sur le deuxième point, la posture est diamétralement opposée. C'est-à-dire que si la science aurait tout à gagner à travailler sérieusement là-dessus, sur tous les points de vue, que ce soit la physique, la médecine, la bio, etc. Bon. Voilà. Ensuite, le dernier point que je peux mentionner sur cette carrière en pointillé là-dessus, ça a été l'audit du CEPRA. Bon, il y a eu un stade en 2000, en gros, où le service officiel travaillant là-dessus, au CNES, qui avait été créé en 1977 sous le nom de GEPAN, qui avait très bien fonctionné pendant plusieurs années, qui ensuite, de par des choix de nouvelles directions, avait été réduit à sa plus simple expression, et c'est peu de le dire, à savoir un pauvre gars qui se débattait et qui maintenait les relations avec les organismes officiels fournissant des données, que ce soit la gendarmerie, l'aviation militaire, etc. Il y a eu un moment où le directeur général du Centre national d'études spatiales, Gérard Brachet, s'est posé des questions, il ne connaissait pas trop le sujet. Bon, il se trouve qu'on se connaissait bien parce qu'on avait travaillé ensemble beaucoup sur l'imagerie de satellites. Et il m'a demandé de faire un audit de cette histoire-là, parce qu'il s'est dit, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, soit il faut supprimer ce truc-là, ce que me demandent beaucoup de gens, soit au contraire, il faut lui faire marcher, mais correctement. Bon, donc je voudrais savoir ce qui se fait dans le monde et quelles sont les opinions des dirigeants de notre pays qui peuvent être concernés à un titre ou à un autre. Alors, ça peut être la gendarmerie, ça peut être l'armée, ça peut être les médias, etc. Et donc j'ai eu une mission très intéressante qui a consisté à rencontrer, entre autres, beaucoup de grands patrons, vraiment top niveau, que ce soit milieu scientifique, CNRS, CEA, les militaires, Matignon, et puis les grandes chaînes de télé, etc. Et j'ai fait un rapport qui, en gros,
suggérait que ce qu'il fallait faire, c'était remettre sur pied les choses, pas forcément avec une taille colossale, mais avec un minimum de moyens, et surtout une dimension communication avec le public qui soit à l'opposé de ce qui se faisait depuis 20 ans, où c'était la guerre, personne communiquait quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'est né le GIPAN, nouvelle version, avec un petit retard, il est né vers 2005, je crois. Voilà. Alors ensuite, ce qui se passe en ce qui me concerne, c'est que puisque je vous ai dit que ma carrière professionnelle industrielle s'est arrêtée en 2006, je me suis remis dans un statut de consultant et j'ai travaillé avec ce même GIPAN sur le thème Tour des ovnis. Alors, la première chose a consisté à remettre à jour l'étude faite 25 ans avant sur ce qu'on peut dire sur les photos. Pourquoi? Parce que, comme on le disait précédemment, la donne a complètement changé. Ensuite, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être un outil, non pas un outil magique qui fasse tout à la place de l'opérateur, ça n'existe pas, mais un outil qui puisse un petit peu simplifier la vie de gens comme Antoine qui font un travail d'analyse jour après jour et qui ont besoin de se concentrer sur le contenu et pas sur le contenant. Et je me suis aperçu que pour des raisons techniques que je ne développerai pas ici, mais il y avait des très très grandes ressemblances entre les besoins d'architecture logicielle pour faire ces études de photos d'OVNI et les besoins d'architecture logicielle qu'on avait rencontrés depuis 30 ans pour les besoins du renseignement à partir d'images prises par des satellites. Et donc, j'essaie de la faire courte, j'ai négocié avec ceux avec qui il fallait négocier, bien entendu, à savoir la société EADS et le CNES, etc. Un certain nombre de contrats et de trucs juridiques pour être bien au clair, pour réutiliser une partie du code que j'ai fait développer à Mega pendant les 18 ans de Fleximage, pour le logiciel Okapi, pour en faire un logiciel que, par clin d'œil, j'ai appelé Ipaco en retournant, puisque Okapi regardait la Terre vue du ciel, nous regarde le ciel vu de la Terre, et qui est censé être un outil qui aide l'analyste. Alors, j'ai développé ce logiciel sur plusieurs années, je l'ai fourni au CNES, qui le cofinançait d'une façon massive. Et puis ensuite, l'idée est venue qu'il faudrait un peu le faire connaître et puis partager avec ces gens-là. Et c'est là que se joue la rencontre avec Antoine. Avec Antoine Cousin, dont nous parlerons dans quelques instants. Parce que avant de parler de ce logiciel et du travail que vous allez faire ensemble, que vous avez commencé déjà à faire ensemble, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on étudie une photo, quels sont les résultats. Avant cela, juste pour finir justement cette chronologie, François Longe, il y a un événement, il y a deux choses que je souhaite mettre en avant qui ont eu lieu pendant votre carrière dans l'ufologie, donc en parallèle de vos activités chez Fleximage. Il y a le rapport Cometa. Est-ce que c'est une avancée qui a permis justement de crédibiliser, selon vous, le phénomène OVNI? Alors, le rapport Cometa, il faut être très honnête, je n'ai pas participé aux travaux de ce groupe, où je connais les membres, etc., même si dans le VSD initial, il y a eu un encart avec quelque chose que j'avais fait sur l'image de Costa Rica, dont on parlera peut-être après. Mon point de vue, c'est que ce travail est utile parce qu'il a exprimé un point de vue qui est rarement exprimé, qui est celui de la défense. Et le principe de la défense d'un pays, alors on peut être militariste ou antimilitariste, je le comprends très bien, mais le principe de la défense d'un pays, c'est d'essayer de prévoir les coups à l'avance et qu'est-ce qui peut arriver, raisonnablement ou pas. Bon. Et donc se prémunir contre le pire cas, ce qui permet de ne pas être surpris. Donc vu de ce point de vue-là, on est du côté de la prudence, et même si personne ne peut prétendre avoir expliqué les histoires d'OVNI avec des extraterrestres ou autre chose, il est certain que, encore une fois, ça existe et que les témoignages et ce qui se passe dans des avions de temps en temps, etc., c'est des choses qui existent. Donc, à partir du moment où ça existe, ça peut présenter un danger. L'une des hypothèses, c'est que ça puisse être effectivement une intelligence venant d'ailleurs. Bon. L'intelligence du Cometa, c'est de dire en conclusion que, attention, il y a des choses que nous n'expliquons pas, et il y a des gens qui actuellement, des puissances, qui travaillent dessus pour comprendre. Donc la France ne doit pas être en retard dans la recherche. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, la justification me paraît intéressante. On a le droit, quand on travaille pour la défense, de travailler sur des choses dont on ne sait pas du tout si elles sont sûres ni vraies, mais qui sont dans le domaine du possible. Donc il faut prévenir les gens contre ça. Donc ne serait-ce qu'à ce titre, et ça c'est un sujet qui est très intéressant, qui fait d'ailleurs l'objet d'une conférence qui aura lieu pas plus tard que ce soir par un ami américain qui travaille que là-dessus pour un organisme qui s'appelle le NARCAP, et qui ont pris le dossier d'étude des OVNI sous cet angle-là, c'est-à-dire la sécurité aérienne. Et c'est une démarche tout à fait légitime, encore une fois, sans prétendre à expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que des pilotes rencontrent des choses, quelquefois c'est une simple curiosité, des fois c'est un grand effroi, c'est des grands trucs, et il y a même eu des catastrophes et des avions qui se sont crashés. On ne sait pas pourquoi, mais c'était lié à une observation de quelque chose. Mais donc le problème existe. Nous avons reçu des pilotes d'avions assez nombreux sur cette antenne qui nous disaient très clairement que ce qu'ils avaient vu était incompréhensible,
ne répondait pas à une technologie qu'il pourrait imaginer, même en transposant la technologie actuelle, et qui se posaient toujours des questions et qui continuaient à piloter leur avion, mais en se disant « je ne sais toujours pas ce que c'est ». Absolument. Et justement, pour finir là-dessus, il y a aussi une autre évolution, si on reste du point de vue armée, militaire ou défense. Ce sont les pays d'Amérique du Sud qui s'intéressent très fortement au sujet. Je l'ai vu récemment dans une réunion du 3AF. Ils s'y intéressent, ils sont présents, et ils prennent le sujet au sérieux, ils ouvrent même des sections pour travailler dessus. Oui, tout à fait. Le Chili a été le premier pays à créer un petit organisme, le CFA, sur le même modèle plus ou moins que le GEPAN, si vous voulez, pour centraliser les informations, essayer de travailler là-dessus. C'est pas le seul, je crois qu'il y en a d'autres maintenant qui ont emboîté le pas. Bon, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. On ne peut que conseiller à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas le sujet, de regarder le documentaire produit par Canal+, intitulé « OVNI, quand l'armée enquête », si je ne me trompe pas, ça, oui. Qui est tout à fait passionnant, qui a quelques années maintenant, mais qu'on peut trouver sur Internet. Messieurs, je vous propose une petite respiration maintenant qu'on vous a présenté en gros, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com. C'est l'émission La Vague d'OVNI, c'est le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Je vous rappelle que l'émission La Vague d'OVNI est proposée et dirigée par Didier Deplège et qu'elle est animée par Alexandre. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com sur Internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Cousin et François Louange qui viennent nous parler de leur association. On va s'arrêter sur le programme dans quelques instants, sur ce qu'il permettra de réaliser. Mais avant de savoir ce que pourra réaliser un programme, une étude différente, il faut savoir quels sont les cas et quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on analyse des photos. Alors, je vais poser naturellement la question à François Louange parce qu'il a évidemment derrière lui un passif d'études de photos très intéressant. Et en même temps, Antoine, je vais vous demander de me dire à quoi est-ce que ça va vous servir, parce que vous avez buté en tant qu'amateur justement sur des photos, vous ne pouviez pas aller assez loin. Donc peut-être commençons par François, quelques cas qui vous ont particulièrement marqué, alors résolus ou pas, hein, ça vous nous le direz à la fin de vos histoires, mais quelques cas qui vous ont particulièrement marqué lors de vos études de photo. La difficulté, c'est que les cas qui marquent et les cas dont on peut dire des choses substantielles sont pratiquement forcément des cas élucidés à la fin. Donc pour ceux qui ne veulent s'intéresser qu'aux choses, et on peut les comprendre, qui posent des grands problèmes métaphysiques, c'est pas ça. Mais c'est vrai que l'analyse des photos, ça peut amener à des situations, c'est tellement varié que ça peut amener à des situations très très complexes. Alors, si vous me demandez les cas qui m'ont marqué dans ma vie, j'ai un cas qui est peu connu, mais qui, moi, m'a sur le moment complètement bouleversé. C'est une époque où j'étais en Espagne, ça doit être en 79, donc c'est pas hier, pas de photos numériques à l'époque. Et donc je travaillais à l'agence spatiale et je me répandais assez dans les médias, non pas pour faire le mariole, mais simplement pour attirer des témoignages de première main, ce qui a pas mal fonctionné aussi. Et donc, parmi ces témoignages, j'ai eu une fois quelqu'un qui était relativement un voisin d'ailleurs, qui était un sculpteur de métier, et qui me dit, voilà, moi je fais souvent des photos du ciel de Madrid par temps couvert avec des pellicules sensibles à l'infrarouge, ça fait des choses jolies, ça me plaît. Et j'en ai une dans mon tiroir depuis un certain temps, on voit un truc dessus, je ne comprends pas ce que c'est, et comme j'ai vu à la télé que vous, machin, truc, donc il m'a passé la photo. J'amène cette photo au centre spatial dans lequel je travaillais, et il se trouve que dans le service que je dirigeais, il y avait entre autres un labo photo assez puissant. Il n'y avait pas de PC à l'époque, ni rien du tout, hein, ni Photoshop, ni quoi que ce soit. Donc on s'est mis à étudier cette photo avec le gars qui dirigeait le labo photo, à l'agrandir, à faire un certain nombre de réglages de gamma, de contraste et tout ça. Et plus on agrandissait, plus on voyait effectivement un objet, alors que lui n'avait pas vu, ce qui dans ce cas de figure s'expliquait, puisque c'était une pellicule infrarouge, l'œil ne voit pas l'infrarouge, ça pouvait être caché derrière, enfin bon. Et on voyait une espèce d'objet au contour un peu flou, avec deux trucs qui ressemblaient à des hublots, c'est ça que ça évoquait. Et en agrandissant beaucoup et en forçant le contraste, on voyait comme la forme du dessus d'une tête derrière le hublot, comme quelqu'un comme ça qui regarde. Et même avec le réglage ultime, parmi les centaines, on y a passé des jours et des jours, on arrivait à faire ressortir des arcades sourcilières. Et du coup, j'étais tellement sidéré que je prenais cette photo, je la montrais à des gens qui n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on faisait. Je disais, qu'est-ce que tu vois là? Je dis, je vois un truc bizarre avec une fenêtre et un type derrière qui regarde. Alors, je peux vous dire que quand on a une photo comme ça, on commence à avoir un petit peu peur.
Et on s'est vraiment demandé quoi faire. Je me suis demandé si j'allais rappeler Alan Hynek, qui m'a fait le plaisir de m'inviter chez lui peu de temps avant pour lancer les Américains. Et puis, on s'est dit non, on va reprendre l'étude de zéro. Et on a repris le négatif original qu'on avait déjà inspecté sous tous les angles, mais là, on l'a mis sous microscope. Et avec lumière polarisante, enfin lumière rasante et tout. Et on s'est aperçu au microscope qu'on arrivait à voir dans la gélatine un tout petit scratch, tout petit à l'endroit. Alors ça nous a donné une piste, on a fouillé des tas de bouquins, on a fini par trouver dans un bouquin spécialisé de photographie américain l'explication de ce qu'ils appelaient le star effect, c'est-à-dire que pour que ça se produise, il faut plusieurs choses de suite. D'abord, il faut qu'il y ait un petit accrochage de la gélatine, ce qui s'était fait parce que le gars développait lui-même ses rouleaux, donc en coupant, vous savez, quand on coupait des petits bouts de pellicule, ça se replie sur soi-même, donc il y a un coin qui peut venir frapper la gélatine. Il faut qu'ensuite, dans les phases de développement, je ne sais plus si c'est révélation ou fixation, le rinçage ne soit pas très bien fait, c'est-à-dire qu'il puisse rester des traces de produits chimiques, et ce produit il diffuse aléatoirement dans la gélatine. Donc c'est un truc aléatoire. Et à l'arrivée, ça vous fait un truc qui est une tâche, et puis avec certains réglages, ça c'est tous les problèmes que connaît bien la parapsychologie, où on voit un peu des visages partout dans des tâches, eh bien un réglage fait apparaître un hublot avec une tête et un regard, quoi. Et en fait, c'était donc rien du tout qu'un accident mécanique. Mais je peux vous dire que je suis passé par des transes. C'est décevant. Oui, mais en même temps, bon, c'est comme ça. Quand vous vous lancez dans une étude, François Longe, évidemment, c'est dans le but de savoir ce qu'il y a sur cette photo, mais le but caché aussi, ça peut être vraiment d'avoir une photo preuve, on va dire, une photo qui fera école et qui permettra d'avancer ou pas? Preuve, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça doit être compliqué de garder ce qui est intéressant, c'est de garder des choses qui ne sont pas expliquées. Quel est le processus? Je peux vous dire en 2 mots le processus, comme je le vois, d'analyse d'une photo. Prenez une photo, c'est vrai d'ailleurs pour d'autres documents, mais enfin les photos sont plus nombreuses. La première chose à faire, c'est de vérifier ce qu'on appelle l'authenticité de premier niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une photo est authentique dans ce sens restreint du mot si elle reflète le fait que réellement un objet ou un phénomène était devant l'appareil et qu'il a été photographié. Alors déjà, en opposition avec ça, il y a tous les cas où il y a un phénomène parasite dans l'appareil, ou tous les cas où il y a une triche, un gars qui a trafiqué la photo après, etc. Bon. Alors ensuite, si cet objet est un objet réel, ou un phénomène, la deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier ce que c'est. Donc par rapprochement avec ce qu'on connaît, regarder les cartes du ciel si c'est quelque chose de soir. Oui, la nuit, c'est tout ce qu'on peut faire pour identifier ça. Bon. Si par hasard on arrive à une photo qui est toujours authentique au sens plus qu'on pratique en ufologie, c'est-à-dire sous-entendu inexpliqué. Je rappelle qu'inexpliqué, ce n'est pas synonyme d'inexplicable. Mais bon, si on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans le domaine pur et simple de ce qu'on appelle les sciences d'observation. Sciences d'observation, n'en déplaise aux gens qui ne connaissent que ce qui se passe dans leur laboratoire, c'est quelque chose où on ne peut pas reproduire au départ au laboratoire ce qui se passe. Donc on est obligé de prendre le plus d'informations possible, de les rassembler, de les trier, et ensuite de faire des rapprochements. C'est comme ça qu'on arrive, par classification empirique de choses qu'on observe, à faire des catégories, à essayer de dériver des lois, des machins. Bon. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc la photo dite authentique dont vous parlez, c'est-à-dire celle qui va résister à l'analyse à un instant T, ce qu'on a à faire de mieux, c'est à ça que sert notre outil logiciel, qui par parenthèse n'a rien de magique. Encore une fois, on n'a inventé aucun algorithme inconnu, on a simplement rassemblé des choses déjà connues sous une forme très pratique qui permet de travailler. C'est de rassembler donc des données, ces données objectives sur la taille, la vitesse, la texture, la couleur, etc., pour faire ensuite des classifications et puis peut-être avancer. Antoine, quelle est la... Oui? Je voulais ajouter à ce que disait François que dans une analyse photo, en fait, on prend soin aussi de ne pas séparer l'analyse proprement dite de la photo de tout l'entourage. Du contexte, oui. Le contexte, en fait. Donc, le contexte du témoin, le contexte météorologique, astronomique, etc. Il faut être multitâche quand on étudie ces trucs-là. C'est un peu une enquête de détective qu'on connaît bien par rapport aux drones, ce qu'on a pratiqué en fait en 2007 pour le cas des drones. Et c'est toujours d'actualité, c'est toujours ce qu'on fait en fait. Il y a toujours un background à vérifier pour conforter ou infirmer une hypothèse. Donc, quelle est la première? Oui, il faut connaître les conditions météo, il faut savoir quel appareil est utilisé, il faut savoir si, même si on connaît les conditions météo aussi, à cet endroit précis, il n'y a pas une dépression, parce que ça peut faire partie des détails de la photo. Antoine Cousin, la première photo que vous ayez, sur laquelle vous ayez travaillé, vous en souvenez? Et surtout, comment est-ce qu'on rentre dans ce monde-là qui est assez technique et en même temps très humain? C'est ce que j'apprécie beaucoup dans l'étude des photos inexpliquées. Alors pour moi, comment je suis rentré, c'est essentiellement par les forums ufologiques, puisque je suis connu donc, sous le pseudonyme d'Eleven August en France et aux États-Unis particulièrement. Et donc après l'affaire des drones, en fait,
j'ai pris un petit peu de distance par rapport à cette histoire pour m'intéresser à d'autres photos. Et j'ai été contacté par plusieurs personnes aux États-Unis, en particulier l'ex-journaliste Angela Joyner, qui était connue donc à l'époque pour cette histoire de Stephenville au Texas, et qui était en contact avec le MUFON donc américain, et qui m'a soumis déjà des photos à appréciation. Donc ça a commencé par là en fait. Les premières photographies que j'ai pu analyser, expertiser, enfin entre guillemets, expertiser c'était mis un gros mot à l'époque. C'était les photos qui m'ont été soumises par le MUFON du Texas et Angela Joyner. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ça a été compliqué, les outils effectivement n'étaient pas présents. Alors comme disait François très justement, donc, les outils existaient mais c'était disparate, donc on connaissait les techniques, hein, c'est classique, quoi. Au point de vue analyse photo propre, c'est l'examen des données EXIF, c'est vérifier la concordance de divers paramètres photographiques comme si vous voulez le ratio de la photo, diverses choses. Donc ça se faisait un peu, enfin moi je le faisais de façon un peu empirique et avec des outils divers, diversement éparpillés un peu partout, avec plus ou moins de succès. Et puis jusqu'à jusqu'au moment où je me suis mis en quête d'une solution un peu plus globale. Après divers essais, après diverses rencontres avec plusieurs personnes en France, c'est là que j'ai fait la connaissance de François par l'intermédiaire de ce fameux cas de Barcelone justement, sur lequel on reviendra peut-être après. Et donc l'idée d'Ipaco, donc en fait, c'est l'idéal en fait, parce que ça permet de regrouper plusieurs outils disparates existants déjà en un outil fonctionnel et pratique et rapide et efficace. Vous préférez tous les deux avoir sous la main de l'argentique ou du numérique ? Alors moi je suis plutôt sur le numérique, j'ai pas exercé mes talents sur l'argentique, l'argentique François a pu le faire plus que moi. C'est sûr qu'on a plus d'informations au départ avec une photo numérique. On a aussi plus de possibilités de trucage. Enfin, on peut tout truquer, même en argentique, on pouvait déjà truquer un peu ce qu'on voulait, mais c'était compliqué, c'était un métier. Tandis que ça, hein. Truquer Vous savez, quand on voit qu'il existe aujourd'hui des téléphones portables ou des appareils photo avec une option incruster un ovni, tel quel, dans le texte, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Ouais, c'est l'application de l'iPhone. Ça nous pourrit la vie. C'est l'application de l'iPhone, on en parle d'ailleurs dans le forum de la radio, on a eu plusieurs cas comme ça. Incruster un ovni, oui, c'est vrai que ça fout un peu le bordel dans les études, effectivement. Et c'est toujours la course en fait entre le truqueur et pour les cas particuliers de trucage, entre le truqueur et le spécialiste donc qui va essayer de débusquer le trucage. Il y a une espèce de course comme ça qui est aggravée par le fait que maintenant les appareils photo numériques sont de plus en plus complexes, avec des états de firmware différents qui évoluent au fil du temps. Oui, François. Ça permet à ce titre de rappeler une chose, c'est que de toute façon, qui était déjà vrai il y a 40 ans et qu'il est encore plus maintenant, c'est que quoi qu'il arrive, une photo ne sera jamais la preuve de quoi que ce soit. Il faut bien se dire ça. C'était déjà vrai parce qu'il pouvait se passer des choses qu'on ne maîtrisait pas ou on pouvait faire y compris des triches, mais aujourd'hui, chaque pixel d'une photo peut être mis où on veut, par qui on veut. Donc une photo ne sera jamais une preuve. Donc il faut la ramener à ce qu'elle est. Il ne faut pas passer à l'extrême inverse, comme m'avaient dit des auditeurs dans une conférence, me dire alors ça ne sert à rien, on ne prend plus de photos. Mais si on a un dossier qui est étayé par plusieurs sources, elles aident à appuyer le dossier, les photos. Qu'il y a des témoignages, qu'il y a plusieurs photos prises d'endroits différents et tout, ça devient extrêmement utile de faire. On parlera peut-être après de ce qu'on fait dans une photo, ce qu'on peut tirer comme info, mais ça peut être utile. Mais ce ne sera jamais ça, j'ai une photo, ça y est, j'ai la preuve. Et c'est très difficile à admettre parce que pour le grand public, dont il ne s'agit pas du tout de se moquer, mais quand les gens ne se sont jamais penchés sur ce type de questions, la phrase qui revient le plus, c'est « Oh ouais, les histoires d'ovnis, tout ça, depuis le temps qu'on nous bassine, mais qu'on nous montre une bonne photo une fois pour toutes et ce sera réglé. » Mais non, c'est l'inverse. La bonne photo, elle ne réglera rien parce qu'on peut faire toutes les photos qu'on veut. Ah oui, et puis il y en a plein des photos. Donc, il y en a beaucoup. C'est pas ça la preuve. Et puis il y a même des fois où il y a des photos et on travaille dessus, on ne trouve rien, même quand c'est son métier. Et finalement, on découvre que cette photo n'était pas vraie, n'était qu'un montage, que parce que la personne se dénonce. On peut peut-être dire un mot de la Belgique, peut-être Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est pour les gens de l'ufologie qui ne sont pas tout jeunes, c'est quelque chose qui est très connu. Il y a eu la vague belge dans les années 73, etc. Beaucoup de gens ont décrit des choses qui sont probablement pas encore toutes explicitées aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez incroyable, cette vague belge. Des choses incroyables, avec une prédominance d'objets dits triangulaires, avec 3 loupiottes aux 3 angles du triangle et une lumière rouge au centre. Et un certain nombre de photos, mais il y a une photo qui avait défrayé totalement la chronique, celle dite de Petit Rochin,
Et je connais bien ce dossier parce que dès qu'elle est sortie, j'étais contacté par les Belges, je suis allé là-bas, j'ai même eu des réunions de travail à l'école militaire avec des officiers, des chercheurs de Polytechnique, des tas de gens, quoi, assez sérieux en tout cas, pas passionnés par forcément les extraterrestres et qui travaillaient là-dessus. Bon, cette photo, on la montrait souvent, et souvent même dans une interview me concernant, qui tourne des fois en boucle sur des, des chaînes câblées, je disais, bah, cette photo, on sait pas quoi en dire. Et à mon sens, je disais, elle est authentique. Elle est authentique au sens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qu'on pouvait en dire de façon quasi certaine, c'est qu'il avait bel et bien photographié un objet. C'était pas un trucage fait dans la photo, des machins rassemblés. Et de fait, c'est bien un objet. Bon, ce qui est dommage, c'est que cet objet, ce gars-là l'avait fabriqué avec des copains pour faire un faux et l'a avoué après. Mais c'est tout à fait typique du fait que bah, si on fait tout ce qu'on peut faire, il y a un stade où on bloque. Il y a un professeur de Polytechnique qui avait fait un travail sur un axe particulier très approfondi sur cette photo, bon, qui n'arrivait à aucune conclusion, mais qui avait trouvé des propriétés un petit peu curieuses dans ces images. Mais ça n'aboutissait à rien, et pour cause. C'était bien un objet pris à l'extérieur de l'appareil, mais pas du tout dans le ciel, mais plutôt en face sur un mur. Bon, sur fond noir, on ne peut pas dire. Donc on est très pauvre. Vous nous parliez tout à l'heure de 80% de photos environ qui étaient explicables. Vous laissiez les trucages de côté parce qu'effectivement c'était réservé à quelques personnes, mais c'était pas les cas les plus nombreux. Dans les 20% de photos que restent, allez, disons les 10%, voire les 5%, il y a des photos pour lesquelles vous n'avez pas trouvé d'explication. Est-ce qu'il y en a une ou deux, peut-être visibles par nos auditeurs, qui pourraient les retrouver sur Internet, qui vraiment vous pose question, toujours après étude? Alors évidemment, je sais que vous n'aurez pas de réponse à m'apporter sur ce qu'est cet objet ou ce qu'est cette chose que l'on voit sur la photo, mais est-ce qu'il y en a qui, comme ça, vous ont marqué personnellement, évidemment, dans vos études, et pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse? Bah, il y a une chose qu'on peut dire déjà, c'est que statistiquement, la grande majorité des photos qui peuvent nous être soumises, on ne peut rien en dire. Donc quelqu'un qui serait très biaisé pourrait dire, bah, si vous ne pouvez rien en dire, donc elles sont authentiques. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de photos qui contiennent pratiquement pas d'informations. Quand vous avez une lumière saturée, une photo prise de nuit, qui apparaît blanche parce que saturée sur fond sombre, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Quelquefois, on peut faire des choses par rapprochement, mais enfin, en général, on ne peut pas faire grand-chose. À l'inverse, si vous avez un point noir sur ciel blanc, que c'est vraiment qu'un point noir, bon, avec les techniques modernes, dans certains cas, on arrive quand même à soupçonner que c'est telle ou telle explication. Mais enfin, donc il y a beaucoup de photos porteuses de peu d'informations qui sont par définition inexploitables, donc on ne peut rien en dire si on est honnête. Et puis alors, il y a les photos, effectivement, qui laissent... alors moi, ce qui me concerne, bah, disons les photos que j'ai vues dans ma jeunesse, c'est-à-dire des photos classiques, mais dont j'ai jamais eu les dossiers sous la main, les dossiers de première main, dans les vieux bouquins de Heineck, etc. Il y a une photo aussi qui a intrigué beaucoup les gens, et dont moi le premier, et qui n'a jamais eu d'explication, que j'ai eu l'occasion de montrer pas mal de fois à la télé, qui est la photo dite de Costa Rica. Encore qu'elle entre dans une catégorie que théoriquement on rejette, c'est celle de la photo unique prise où personne n'a rien vu, il n'y a pas d'autres documents. Sauf que celle-là, elle est tellement riche en informations qu'elle est quand même curieuse. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est une photo prise par un avion de type IGN qui cartographie le pays, à Costa Rica, et qui donc fait des photos toutes les X dizaines de secondes, de carrés, bon, et qui sur un lac montre un objet qui a l'air d'être une espèce de soucoupe qui sort de l'eau ou qui rentre dans l'eau. Et ce truc-là, personne ne l'avait vu, jusqu'à ce qu'un Français qui était en stage là-dedans la voie au tout début des années 80, et l'idée de l'envoyer à Alain Sterle, qui dirigeait le GEPAN à l'époque, qui me l'a envoyé aussi sec, et on a regardé ça. Bon, on s'est dit, tiens, c'est curieux, ça me rappelait un peu la photo dont je parlais tout à l'heure, où il pouvait y avoir un scratch dans le truc, donc j'ai dit, tant qu'on ne voit pas le négatif, on ne peut pas dire. Et puis, peu de temps après, il y a Jacques Vallée qui a eu l'occasion de passer à Costa Rica, qui nous a amené dans le labo de la Défense où je travaillais l'original, qu'on a pu scanner en détail. Bon, et puis après, il est reparti avec les bandes magnétiques. Les Américains ont fait des travaux dessus. J'ai fait ce que j'ai pu et on n'a jamais eu d'explication là-dessus. Bon, voilà. C'est super cette photo. Maintenant, c'est une photo comme ça, isolée, ça pourrait être beaucoup de choses. Mais on ne peut pas le prouver. La vidéo peut être plus utile. Je regarde. Enfin, est-ce qu'on travaille de la même manière sur la vidéo que sur l'image? Je regardais la vidéo des fameuses lumières de Phoenix. C'est très impressionnant quand on voit la vidéo avec toutes ces lumières qui s'allument, qui sont évidemment des sortes de petites fusées qui tombent au même moment, au même endroit et à la même distance. Hein. C'est en tout cas ce qu'on en a dit. Je crois que c'est l'explication officielle. Quelque chose à dire peut-être sur ce cas, Antoine? Alors, je ne connais pas le cas particulièrement, mais j'ai eu affaire à un cas il n'y a pas très longtemps
un peu semblable qui s'est passé à Bessemer dans le Michigan, où la personne a filmé une succession de lumières, d'ailleurs le cas je crois est dans le forum, où la personne a filmé une succession de lumières s'allumant alternativement de droite à gauche, euh, donc avec son téléphone portable. Et bon, c'est un des cas sur lesquels on n'a pas d'explication ferme et définitive. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il a été dit à un moment que c'était possible que ce soit des flares, donc ces fameuses fumées éclairantes lâchées par les avions à titre d'exercice. Alors, est-ce que c'est plausible ou pas? C'est difficile d'avoir une réponse définitive. Pourquoi? D'une part parce que, surtout aux États-Unis, tout ce qui est militaire, hein, comme on le sait, c'est très, très secret, impossible d'avoir quelconque information. Euh, Même en utilisant le fameux FOIA, en général, bon, ils disent ce qu'ils veulent bien dire, hein. Et puis après, parce qu'on manque on manque de données, quoi. La vidéo est, comme disait François tout à l'heure, est difficilement exploitable. Là, on a énormément de témoins pour ce... C'est ça qui est intéressant Oui. aussi, hein. C'est pour ça que le cas est intéressant, parce que ça a été vu de différents endroits, différents points de vue. Non, mais là, on sait qu'il y avait quelque chose, disons. Ah bah, On vu la perd pas son taille, temps. Tout à fait, vu oui, la oui. taille du... Oui, c'est clair. Enfin, si c'est ça. Non, non, parce que c'est totalement... Il y en a plusieurs des vidéos, tout le monde en a pris en fait. C'est justement la chose intéressante là-dedans, ce qui m'a amené à me poser la question sur la vidéo est-elle plus facile à traiter que l'image? Disons que une vidéo, on peut la prendre de deux points de vue. On peut la prendre comme une succession d'images, parce qu'après tout, même si c'est 24 images par seconde, ça n'est qu'une succession d'images. Et de ce point de vue-là, c'est très riche, parce qu'on peut choisir celle qui est la plus intéressante si on veut faire des mesures dessus. L'inconvénient, c'est que souvent la résolution est moins bonne que celle d'un appareil photo, mais enfin c'est de moins en moins vrai. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que souvent dans les vidéos, contrairement aux photos, les données EXIF sont absentes. Voilà, il n'y a pas de données, métadonnées associées. Et puis la deuxième façon de prendre une vidéo, c'est dans sa dynamique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle donne des éléments pour faire des calculs de vitesse angulaire, d'accélération, de déplacement, des choses comme ça. Sinon, ben, on est avec les mêmes techniques, hein, à première vue. Effectivement, c'est ce qu'on peut se dire. En tout cas, il y a des vidéos qui tournent et c'est vrai que c'est très intéressant. Et en même temps, plus ça avance, moi j'ai commencé cette émission il y a plus de 10 ans maintenant, et plus ça avance, plus on se pose des questions par rapport aux avancées technologiques et justement à ce qu'on peut faire grâce aux nouvelles technologies. La preuve en est Antoine Cousin, qui finalement travaille avec du matériel qui n'était pas à disposition il y a 25 ans, 30 ans, lorsque vous avez commencé Fleximage. C'était réservé aux professionnels, ce matériel. Maintenant, les amateurs peuvent avoir à la maison, grâce à des ordinateurs assez péchus, et encore plus si cher que ça, peuvent avoir la possibilité de travailler. Vous avez décidé, vous, de mettre au point, grâce aux travaux faits à Fleximage, un nouveau système qui va apporter quoi par rapport à ce qui a été fait avant? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, Bien, Antoine? qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Eh bien, c'est une facilité d'étude. C'est la possibilité d'offrir une analyse simple ou complète selon la problématique du cas rencontré. C'est la possibilité de travailler plus rapidement et plus facilement, donc de faire quelque chose de plus complet, regroupant diverses techniques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble, quoi. Donc, en fait, on peut faire un rapport détaillé comprenant tous ces divers aspects que sont, outre l'analyse photo elle-même proprement dite, tout le travail d'enquête qui est un corollaire. Donc, la météorologie, l'astronomie, tout ce qui va autour. Donc, je pense que un des attraits principaux, c'est de pouvoir justement regrouper tout ça sur un rapport clair, bien écrit, et qui soit à la fois pédagogue et puis facilement compréhensible par tout le monde, quoi. Oui, en complément à ce qu'il a dit, ce que je peux dire, c'est exactement la même chose qu'on disait il y a une trentaine d'années aux gens du renseignement à propos des outils qu'on proposait pour le renseignement. C'est qu'on n'apporte encore une fois rien de révolutionnaire. La seule chose, c'est que quand on fait une étude de type OVNI, comme de renseignement d'ailleurs, on saute du coq à l'âne en fonction de ce qu'on voit. On va avoir besoin de faire une analyse de tel genre, utiliser tel outil, etc. Et quand on faisait ces études auparavant, il fallait passer d'un environnement logiciel à un autre, faire des calculs à la main, repasser par un truc, etc. Bon. L'idée, c'est encore une fois de rassembler tout ça. Alors,
Le but du site que nous avons ouvert avec Antoine et un troisième partenaire dont j'aimerais dire un mot à un moment donné d'ailleurs, qui est anglais, le site ipaco.fr, poursuit 3 buts. En gros, le premier, c'est mettre en ligne le résultat de travaux faits avec le GEPAN et puis enrichi depuis, qui est un peu présenter une méthodologie. Alors, on n'apprendra rien à des gens qui sont déjà très spécialistes, mais disons, c'est essayer de regrouper ce qu'on peut faire sur une photo avec les étapes dont on parle. La première, c'est de voir l'authenticité, bon, etc. Et une fois que la photo est réputée authentique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information, avec quels outils, etc. Bon. Donc on présente une méthodologie. Le deuxième but, c'est qu'on présente, c'est aussi une offre un peu commerciale, si je peux dire, on présente le logiciel, à quoi il sert, comment il a été fabriqué. Je mets un petit film de démonstration du logiciel et même pour l'accès à ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Donc c'est un logiciel qu'on présente et puis qu'on met aussi, dont on met les licences à la vente sur Internet. Et puis par ailleurs, on offre aussi les services de principalement 11 August et puis accessoirement des camarades autour pour faire des expertises sur le modèle d'une galerie qu'on présente et qu'on enrichit en permanence sur le site d'exemples d'images qui ont été étudiées. Et comme ça permettrait à des gens qui souhaiteraient faire élucider un cas de se faire expertiser ce cas par quelqu'un qui d'une part connaît très bien le métier et d'autre part bénéficie autour de lui de tous les outils informatiques, bon principalement Ipaco, mais il peut y en avoir d'autres aussi, en fonction des cas, pour faire l'expertise. Et ceci est proposé d'ailleurs en 2 étapes. Une étape standard qui correspond à la plupart des cas, c'est-à-dire qu'on sait en gros qu'en passant 3-4 heures de boulot sérieux sur un cas, on peut en dire ce qu'on peut en dire, ce qui peut être dans certains cas l'explication et dans certains cas la constatation que ce n'est pas présentement explicable. Et puis avec une porte de sortie, dans ceux des cas, car ça existe, où on s'aperçoit qu'on pourrait faire des recherches beaucoup plus poussées, mais ça prendra beaucoup plus de temps, et à ce moment-là, on propose aux gens, dire voilà, on pourrait faire ça, ce serait tant de temps, tant d'argent, etc. Voilà. Vous palliez à une déficience des autorités françaises en mettant en place un tel service, parce que ce sont des questions qu'on pourrait se poser. On dit souvent qu'il faut aller voir la gendarmerie lorsqu'on voit quelque chose comme ça. C'est vrai qu'une fois qu'on a donné sa photo, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe, et puis ça peut être enterré, il faut appeler les services, etc. C'est assez compliqué. Cela dit, il y a quand même un service officiel qui travaille là-dessus, et si vous envoyez une photo bien documentée, de préférence à travers la gendarmerie d'ailleurs, mais qui finalement aboutit dans les mains du GEPAN. Bon, le GEPAN, avec le temps de réponse qu'il peut, parce qu'ils ont beaucoup de travail, va faire l'analyse, le cas échéant. D'ailleurs, je travaille aussi comme expert bénévole du GEPAN, donc dans certains cas, je participe à cette affaire-là. Donc il y a quand même un canal en France qui n'existe pas dans d'autres pays. Il y a un canal, mais on dira ce qu'on veut, aller voir la gendarmerie pour dire qu'on a vu quelque chose dans le ciel. En France, c'est toujours un petit peu mal vu. On ne peut pas dire toujours. D'abord, il y a des instructions officielles. Dans le manuel du gendarme, il y a ce qu'il doit faire. Alors, pas par le gendarme, par la personne qui a peur de se ridiculiser. Oui, c'est vrai. Mais je vais un peu au-devant de la question qui suit. C'est qu'il arrive, parfois, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques. Il arrive que des gens se fassent rabrouer, y compris dans une station de gendarmerie, parce que les gens sont débordés, ont autre chose à faire que de parler de ça. Mais d'une façon générale, le travail est fait, et d'ailleurs très bien fait, parce que c'est leur métier. Ils savent faire des PV. Ils prennent ça en compte et puis c'est transmis. Donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Alors effectivement, le problème est que les gens psychologiquement n'osent pas. Il y a beaucoup de gens qui s'adressent dans un premier temps au GEPAN. Et le GEPAN leur dit, bon, écoutez, on va regarder ça, mais soyez gentils, allez. Alors pourquoi on les envoie? C'est pas pour botter en touche et ne pas s'intéresser à la chose. C'est parce qu'effectivement, les gendarmes ont un énorme avantage, et ça se voit dans l'historique qui est amassé et qui remonte au cas des années 50. Hein, tout ce qu'il y a au GEPAN comme archives, c'est incroyable. C'est que ces gens-là sont des professionnels du procès verbal. Alors c'est pas de la littérature, c'est pas des vers, mais c'est toujours dit d'une façon neutre et de la même façon, et sans état d'âme. Donc ça permet de travailler sur des bases et des sources qui sont les mêmes. Parce que les gens, quelle que soit leur bonne volonté, leur franchise, etc., ou dans certains cas leur roublardise, ne vont pas s'exprimer de la même façon, ne vont pas donner les mêmes éléments. Tandis que si ça vient de la gendarmerie, il y a une espèce d'unicité de la source qui permet de faire un travail plus rationnel et plus équilibré entre les différents cas. Bon, cela dit, il y a des époques où on croule sous les photos et les gens disent bon, attendez, ce sera fait un jour et puis c'est traité 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ce qui est assez insupportable pour le témoin si vraiment il a été choqué par quelque chose.
Au-delà des particuliers, Antoine Cousin, on parlait tout à l'heure, il nous parlait de Lumière dans la nuit, dirigé actuellement par Joël Ménard. Est-ce que vous espérez voir des ufologues, enfin c'est le terme qu'on utilise, des personnes qui s'intéressent au phénomène ovni et qui enquêtent, c'est le cas des gens de Lumière dans la nuit, qui sont des bénévoles non rémunérés, venir vous voir pour justement faire étudier des cas de ce qu'on peut retrouver sur cette version papier? Ah oui, tout à fait, oui. C'est ouvert, bien sûr, à Lumière dans la nuit, même si j'ai pas encore contacté Joël Ménard pour lui faire part de la naissance d'Hypaco, mais oui, Non, tout à fait. c'est récent. C'est récent, oui. C'est ça, c'est récent, mais vous espérez effectivement avoir tout type de personnes qui viennent pour... Y compris dans le monde anglophone d'ailleurs, puisque le site Hypaco existe non seulement en français, mais en anglais. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire un mot sur notre partenaire, le troisième, Oui, si voilà. vous le souhaitez. On s'est associé à un ami à moi qui est un Anglais, un ancien officier de la Royal Air Force, un Anglais, spécialiste du renseignement depuis toujours, et c'est un très très gros calibre dans le monde du renseignement. Je l'ai connu dans le cadre de mes activités professionnelles, qui dirigeait un grand centre européen d'analyse d'images de satellites. Et ce garçon-là, non seulement est vraiment une référence comme analyste d'images depuis toujours, mais en plus, il se trouve qu'accessoirement, il a déjà pas mal travaillé sur les dossiers OVNI, donc il n'est pas perdu là-dessus, au contraire. Donc il travaille avec nous, bien qu'il habite en Tanzanie, mais Internet n'a pas de frontières. À la fois pour faire la validation opérationnelle, je tiens beaucoup à ça, parce que c'est bien que, bon, moi je suis un peu concepteur de logiciels et tout ça, mais on sait bien que les informaticiens sont des fois un peu fous, ont des idées, etc., et qu'une fois arrivé dans la pratique, ça sert à rien et ça complique tout. Donc il faut faire valider par un opérationnel les choses. Et puis en même temps, et c'est pas inutile, il nous valide la langue anglaise. On a un site qui est parfaitement bilingue. Bon, l'un comme l'autre, on pratique assez bien l'anglais, mais entre assez bien et parfaitement par un mec du pays qui connaît le métier, c'est pas la même chose. Donc il garantit ça. Voilà. Jeff Quick est son nom. Et avec, Oui, avec des projets aussi ultérieurs pour Hypaco, donc en particulier de faire éventuellement le site dans d'autres langues, puisque François a la chance de pouvoir parler d'autres langues que l'anglais et le français. Donc pourquoi pas un jour en espagnol, en allemand ou en italien. Enfin, alors ça, c'est pas une parole en l'air, c'est parce que ça a des implications, à part parler la langue, de structure logicielle, mais le logiciel, comme son aîné logiciel de renseignement, est conçu pour pouvoir assez facilement ajouter des langues. Bon, le logiciel précédent, elle a été vendu au Japon, en Chine, ça parle japonais, ça parle chinois, etc. Donc ce qui resterait à faire pour que le site dévoué aux ovnis, je débloque le robinet des différentes langues, c'est qu'on mette à jour tous les dialogues dans la langue, comme je le disais, avec quelqu'un du pays qui connaisse le métier, qu'on fasse un truc professionnel et pas un truc à peu près. Mais c'est ouvert aussi aux particuliers, on ne parle pas que de... Oui, pour des bien sûr, particuliers bien qui sûr. souhaitent voir donc ce qu'il y a sur leurs photos, sur leurs vidéos, qu'est-ce qu'il y a exactement? Ce sont des personnes qui sont tracassées par cette chose-là. Si vous nous parlez d'autant de langues différentes, l'italien peut-être, je pensais aux photos de Cumento qui était venu sur cette antenne, vous nous parlez d'italien, vous nous parlez d'anglais, bon français bien sûr, d'autres langues, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'équivalent ailleurs? Vous êtes les seuls à proposer ça? Alors en Europe, Sous cette forme-là, sans doute, oui. je pense, oui. Alors aux États-Unis, on en parlait hier justement, ça existe certainement, mais ça existe dans un milieu beaucoup plus confidentiel. Ça reste certainement au niveau militaire et dans la sphère militaire ou industrielle peut-être, mais moi j'ai pas connaissance. Alors le MUFON, le MUFON qui est le plus gros organisme donc, de recherche et d'enquête aux États-Unis sur les ovnis, a des analystes photos dédiés, ça je sais. Maintenant, est-ce qu'il propose un logiciel comme le nôtre? Je ne suis pas certain, je n'ai pas connaissance. Bon, il faut peut-être ajouter une chose avec franchise, c'est que le genre de travail que tu fais depuis longtemps, bon, ça existe et ça se fait sur les forums sur la base de bonne volonté. Ça m'est arrivé de faire des choses fait, oui. à titre. Bon, on a franchi un cap qui peut être critiqué ou critiquable ou non, qui est d'essayer de faire ça de façon plus professionnelle et par là même payante. Bon, pour une raison simple, c'est que déjà il faut bien vivre. Donc si on veut consacrer une grosse partie de notre temps à ça, ça ne peut pas être pour rien. Et puis ensuite, il y a une espèce d'engagement. Quand bon, on ne fait payer que 50 € une analyse standard, on ne peut pas dire que ce soit une très grosse somme, mais malgré tout, on est tenu de faire un travail propre et clair quand on fait ce travail. Alors de ce point de vue-là, on innove un peu, parce que le même 11 August existait déjà, passait beaucoup de temps, détriment de sa vie familiale et tout, à analyser des cas, à commencer par les drones californiens, mais un nombre incalculable d'autres. Là, on passe à un cap un petit peu plus professionnel. L'intérêt, c'est peut-être aussi une validation du travail, c'est-à-dire que par la preuve de votre sérieux que vous allez donner au fur et à mesure, déjà dans votre passé, mais là,
une fois que Hypaco sera un peu plus connu, ce sera un rapport qui justifiera du sérieux de l'étude qui a Voilà, été une faite. espèce de label, si vous Votre voulez. idée, c'est d'avoir un label, Voilà. en quelque En sorte. quelque sorte, oui. Je l'ai dit, un label ne dira jamais ce truc est inexpliqué pour toute la vie. Il dira à cette date-là, il est inexpliqué. À cette date-là, Ou il alors était expliqué. l'explication est celle-ci. Bon, Et ce il qui est prévu d'ailleurs que ça soit mis à jour régulièrement. D'ailleurs, les rapports d'exemple sont mis à jour régulièrement. Ce sera on a déjà des cas qu'on avait édités il y a un mois qui étaient dans une catégorie pas explicable et pour lesquels tu as trouvé entre-temps des avancées qui permettent de dire que c'est probablement expliqué. pour dire que c'est vraiment évolutif, quoi. C'est pas figé. C'est pas parce que le rapport a été fait que obligatoirement il faut que ça soit une conclusion ferme et définitive. Non, ça reste évolutif, ouvert à tout. Dans toutes les problématiques, il y a des réponses définitives et d'autres qui ne le sont pas. Si vous prenez un domaine connexe, même s'il est très différent, qui est le SETI, le jour où la question posée par le SETI, y a-t-il des civilisations avec qui on peut communiquer par des ondes électromagnétiques? Le jour où la réponse sera oui, ce sera définitif, si ce jour existe. Quand c'est non, ça peut être que provisoire, parce qu'on peut toujours dire mais mes trucs ne sont pas assez puissants, j'ai pas les bonnes fréquences, etc. Vous comprenez? C'est un peu pareil dans les analyses de photos, même si la problématique, on pourrait en parler, est très différente. Mais un dossier expliqué, bon, si on n'a pas fait d'erreur, c'est définitif, on n'en parle plus. Un dossier pas expliqué, la seule chose définitive, ça peut être qu'on a rejeté tel et tel type d'explication, mais de toute façon, tout a une explication. Même si l'explication devait un jour être inatteignable par un esprit humain, il y a une explication. Donc, Quel est votre but, messieurs? d'être les maîtres Quel est du votre... monde. C'est ça, hein? Quelle est votre recherche Non, sérieux, c'est- absolue? Disons que c'est faciliter la recherche ufologique. C'est rendre un service à l'ufologie, en fait. Enfin, moi, personnellement. Je dois dire qu'Antoine a une vocation de pédagogie extrêmement marquée, et c'est très intéressant. Merci, François. Non, mais c'est vrai, c'est non seulement un analyste, mais en même temps, il sait très bien. Moi, je peux dire plus pragmatiquement, qu'est-ce qui m'attire dans ce sujet-là? Je dirais c'est deux choses. La première chose, c'est effectivement qu'on est devant quelque chose d'inconnu. Et bon, si on est un tout petit peu scientifique dans sa tête, on a envie d'avancer dans la compréhension, y compris si on doit déboucher sur des choses nouvelles et incompréhensibles. Puis une deuxième raison, beaucoup plus terre à terre, mais j'ai toujours trouvé passionnant les recherches en ufologie dans leur dimension pluridisciplinaire. Oui. C'est-à-dire qu'on met les pieds dans un truc, et si on prend un sujet de A à Z, il m'est arrivé de passer beaucoup de temps sur des rencontres dites rapprochées de troisième type, ce qui m'a permis de découvrir les outils, parce que ce n'est rien de plus que sont l'hypnose et des choses connexes, et c'est absolument passionnant. Et puis il y a un autre cas, on va se trouver avec des laboratoires de biologie qui étudient l'interaction des plantes avec les ondes pulsées électromagnétiques d'une C'est ça certaine qui est forme. passionnant, oui. C'est Et cet donc aspect. c'est complètement pluridisciplinaire, et on fait un peu les Sherlock Holmes. C'est ce qui vous intéresse là-dedans, oui. Le cas d'Opi, d'ailleurs, à Barcelone, Raphaël Opi est passionnant à ce titre-là parce que il a amené plein d'aspects, aussi bien aéronautiques, mathématiques, à rentrer en ligne de compte. Et c'était vraiment. C'est le genre de recherche que vous allez faire. C'est-à-dire Alors, que vous allez travailler sur la photo, mais si vous avez des questions à vous poser sur, alors évidemment les informations météorologiques, etc., on peut trouver ça en ligne, on peut, Oui, ça oui. se trouve, mais par rapport à l'entourage de la personne, par rapport ça, vous allez le faire aussi, il ça peut- fait partie de votre Il démarche? peut y avoir des cas. C'est ce que je disais. Il peut y avoir des cas, et l'exemple dont il vient de parler, dont on peut dire deux mots si vous le souhaitez, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on commence par faire une étude, puis on s'aperçoit que ça mérite vraiment d'aller loin dans un sens. Et à ce moment-là, on décide ou on décide pas d'y aller. Puis si on y va, on retrousse les manches, et puis on peut passer beaucoup de temps. Ça, c'est un peu au coup par coup. D'une façon générale, bon, on a une photo. Qu'est-ce qu'on peut rassembler autour d'une photo? Les métadonnées qui sont dedans, éventuellement des données techniques venant du constructeur de l'appareil pour compléter. Ça peut être très utile dans certains cas. Évidemment, les récits des gens, les données sur le site, éventuellement aller sur place pour reconstituer, etc. Enfin, c'est toujours à peu près la même chose. Alors, effectivement, les données météo, si ça peut jouer. Si c'est de nuit, évidemment, une carte du ciel à cet endroit-là, ce jour-là, pour comparer. Bon, ça permet de résoudre pas mal de cas d'ailleurs. Mais c'est toujours à peu près les mêmes choses. Et puis, il y a les cas comme celui-là où tout d'un coup, on met le doigt dans un truc complètement inattendu, et puis il faut creuser. Et puis maintenant, il Antoine existe des sites internet spécialisés qui nous aident là-dedans. Je pense en particulier à un site qui s'appelle Nova Astrométrie, qui permet, à partir d'une photo prise de nuit où on ne connaît pas la position des étoiles, de mettre la photo sur le site, et le site vous sort la position exacte de la photographie de la carte du ciel. C'est vrai. D'ailleurs, il y a dans la galerie d'exemples des cas étudiés, un cas où justement j'ai pu utiliser ce site-là, astrophotométrie, qui est vraiment très pratique. Je rappelle le Donc, site, hein, ipaco.fr. hein.
Donc on a toute une gamme d'outils maintenant modernes à notre disposition pour faire toute une enquête corollaire à l'analyse photo proprement dite, quoi. Ah, c'est vrai qu'on peut, lorsqu'on observe ce genre de cas, avoir le réflexe, avoir... bon, faut déjà avoir le petit module sur son téléphone, mais c'est tout à fait gratuit. Moi, j'ai découvert avec un enchantement non dissimulé quelque chose qui s'appelle Google Sky, Oui. et qui permet, lorsqu'on déplace son téléphone grâce au GPS, de voir exactement le nom des étoiles que l'on a au-dessus, à l'endroit où on se trouve, et de voir l'état du ciel. Ouais, c'est ça, oui. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent faciliter la Tout à fait, tâche oui. aussi. Et il y a un site aussi en météo que j'utilise beaucoup, qui est le site Wonderground. C'est un site américain où vous pouvez avoir toutes les données météorologiques METAR traduites en français, parce que les données METAR, c'est vraiment c'est de l'hébreu pour tout un chacun. Et ces données météorologiques sont valables gratuitement pour tout le monde au public et proviennent de tous les aéroports du monde. Donc on a toutes les données, tous les quarts d'heure météo avec la pression atmosphérique, la température, la pointe rosée, le vent, la force et la direction du vent. Donc c'est des données vraiment importantes à avoir et c'est le genre de site que j'utilise régulièrement. Vous êtes des enquêteurs. Et par Oui. parenthèse, les sites dont on parle, là, et on pourrait ajouter Stellarium, qui est un logiciel libre qui permet de voir le ciel et tout. On en donne des liens dans notre site. Enfin, les gens peuvent retrouver un petit peu tout ce dont on parle. On essaye de renvoyer des liens. Vous êtes des Voilà. enquêteurs qui possédaient une connaissance des hautes technologies. Et c'est comme ça que vous travaillez. C'est un travail d'enquête que vous allez réaliser. Tout à C'est fait. pas un travail uniquement d'études de laboratoire, c'est un travail d'enquête. Ah oui, oui, oui. Pour ceux qui sont familiarisés avec la culture ovni, quand je dis culture ovni, c'est médiatique ovni. On pourrait parler de ces quelques personnages dans X-Files qui sont toujours dans leur bureau et qui ont devant leur ordinateur et qui vont rechercher des informations et qui ont des connaissances. On enlève le côté folklorique, hein, Oui, bien bien sûr, sûr. mais finalement c'est un travail d'enquête avec des hautes technologies qui vous permettent, par rapport aussi aux connaissances des personnes, aux enquêtes menées par François Louange, aux personnes rencontrées, aux enquêtes menées par Antoine Cousin sur les différents forums, qui vous permet, en regroupant toutes ces compétences et toutes les personnes que vous connaissez, de mener une véritable Exactement. enquête policière. Et c'est en ce sens-là qu'on est bien complémentaires, parce que moi, avec mon passé d'enquêteur à Lumière dans la nuit, j'ai pu me Ah oui. former donc aux procédures d'enquête classiques et pouvoir donc intégrer cette expérience d'enquête à l'analyse photo. Je trouve que c'est très bien. Une question, oui, bien sûr, Moi, je voulais juste François. ajouter un point, c'est que ne pas se méprendre, on n'est en aucun cas en concurrence avec le service du GEPAN officiel, avec qui on travaille par ailleurs beaucoup. Il n'y a strictement aucune concurrence. Alors, Au on est- contraire. Et justement, vous n'êtes pas en concurrence. Et la question que j'allais poser Travaille avec maintenant, pour ceux qui peut-être seraient les plus inquiets, justement, qui détestent mêler le civil et le militaire, ou en tout cas et l'autorité, est-ce que dans vos statuts, il y a écrit à un moment que si vous trouvez quelque chose de véritablement beaucoup trop extravagant, vous en informerez les autorités? Alors, double réponse. D'abord, la réponse non, bien entendu, il n'y a pas de choses comme ça. D'accord. Ensuite, vous parlez de notre statut. On n'a pas créé de société ou quoi que ce soit. On est tous les deux travailleurs indépendants. Vous avez un code éthique? Hein. On a un code éthique dans notre tête, mais je veux dire, on n'a pas D'accord. de statut, une société ni rien. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est du passé. Je suis consultant libéral, lui, il est entrepreneur individuel. Donc, mais évidemment, dans l'esprit, c'est ça. Bon, non, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Je crois la notion de conspiration et tout, j'ai suffisamment travaillé longtemps avec les gens justement dans la défense et tout ça. Bon, il y a des gens qui à titre personnel peuvent être très, très intéressés. Il peut y avoir des gens très excités aussi à titre individuel, tout à fait exceptionnel. Mais enfin, bon, Enfin, vous savez ce que pas- c'est. Il y a des personnes qui pourraient se dire aussi, qu'est-ce qu'on va faire de mes photos? Donc, il est important de préciser que Oui, mais les photos, vous les avez, Ah vous bah les ça- travaillez pour les personnes qui vous le demandent. Et puis, Alors, tout à fait. Alors, les deux questions qui peuvent se poser, c'est s'il s'agit d'une photo physique ou d'un film, bon, c'est de moins en moins fréquent, hein, mais ça arrive quand même. Est-ce qu'on va me le rendre? Et puis, premièrement, et puis deuxièmement, est-ce que ça va être mis en ligne quelque part? Alors, la réponse est très claire. Un, à rendre, bien entendu. Ça, depuis 40 ans, je ne crois pas avoir failli au moins à cette chose-là. Ça m'est arrivé à ne pas donner satisfaction parce que j'ai pas eu le temps de faire l'étude ou parce que j'ai rien trouvé, mais on rend les choses. Et deuxièmement, ne faut pas croire que parce que quelqu'un va nous commander une étude, systématiquement, on va la mettre dans la galerie. On le fera si ça lui fait plaisir, s'il est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, ça restera entre lui et nous, c'est clair. tout à fait. Ouais. vous êtes tout à fait d'accord tous les deux, c'est magnifique. Absolument. On va faire une nouvelle petite respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. C'est l'émission La Vague d'OVNI. C'est le mardi soir à partir de 14h et le mardi soir, pardon, à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Et nous recevons aujourd'hui François Louange et Antoine Cousin qui nous présentent leur nouveau bébé.
Vous trouverez toutes vos réponses sur le www.ipaco.fr. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.com. Alexandre avec vous pour présenter cette émission La Vague d'OVNI. Émission proposée et dirigée par Didier Deplège. Nous nous attardons aujourd'hui sur la place de la photo dans l'ufologie. Et pour cela, nous avons avec nous François Louange et Antoine Cousin qui nous propose, qui nous explique la photo et qui nous propose aussi une nouvelle aventure. Il s'agit d'Ipaco, ipaco.fr sur Internet. Il s'agit d'étudier des photos qui vous paraissent ou des vidéos qui vous paraissent quelque peu étranges. En tout cas, vous aviez pris une photo de famille, vous vous retrouvez avec derrière un objet noir dans le ciel, un cigare, pourquoi pas, quelque chose qui ne devrait pas être là. Fort de leur expérience, de forumers et d'amateurs et surtout de grands curieux, Antoine Cousin s'est associé avec François Louange qui lui, de par sa vie professionnelle, était déjà dans ce milieu et de par sa vie privée et ses passions, était s'intéresser au milieu OVNI. Ils ont conjugué leur expérience, ils lancent Ipaco et on va continuer à en parler maintenant. Une bonne photo, c'est quoi exactement une bonne photo, François Louange ? Une bonne photo, c'est déjà... Qu'est-ce qui peut vous être utile pour travailler ? Alors, le premier point, une bonne photo, ce sera une photo qui ne serait pas toute seule. Parce que c'est vrai qu'une photo sur laquelle apparaît quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qu'on n'a absolument pas vu quand on a pris la photo et que personne d'autre n'a vu et qu'aucune autre photo ne voit, en général, on y passe un temps fou et on arrive à trouver une explication dans beaucoup des cas. Et de toute façon, même si on n'en trouve pas, on ne peut pas beaucoup avancer. Ça, c'est une généralité. Cela dit, une bonne photo, c'est aussi une photo dans laquelle il y a de l'information. Ça, c'est pas la faute des témoins, c'est pas la faute des photographes, mais quand vous avez un point noir sur fond blanc ou un point blanc sur fond noir, ça peut aussi bien être un insecte, n'importe quoi, qu'une soucoupe volante avec 14 extraterrestres dedans. On ne peut pas savoir puisqu'il n'y a pas d'information. La science n'a jamais créé d'outils pour générer de l'information là où il n'y en a pas. Donc une bonne photo, c'est une information où il y aurait c'est une photo dans laquelle il y aurait de l'information, c'est-à-dire un objet, une forme, quelque chose qui ne soit pas forcément saturé. Si possible, des éléments de paysage, ça c'est pareil, on ne choisit pas, mais ça permet de faire des choses. Et puis, si possible, avec d'autres éléments, à savoir un témoignage, j'ai vu ça et je l'ai pris en photo, c'est beaucoup plus motivant que j'ai pris une photo, il n'y avait rien, et puis sur la photo, il y avait quelque chose. Bon, pour des tas de raisons qu'on pourra détailler. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on peut parler de qu'est-ce qu'on fait sur une photo dans laquelle apparaît un objet, parce qu'à force d'en parler, il faudrait dire ce qu'on peut faire. Je dirais que la question numéro 1 qui se pose, si on a éliminé, grâce au talent de gens comme Antoine, le fait que la photo puisse être un montage, un trucage, etc., la principale question qui se pose à propos d'un objet qu'on n'identifie pas, c'est quelle est sa taille, quelle est sa distance. Éventuellement, quelle est sa vitesse s'il s'agit d'une vidéo. Et pour faire ça, il faut des éléments d'information. Alors si on ne les a pas, on a beau être les plus savants du monde, on ne peut rien faire et c'est terminé. Alors la première chose, c'est de pouvoir avoir des éléments de ce qu'on appellerait des dimensions angulaires. C'est de pouvoir calculer des angles. Je vois quelque chose, c'est sous tel angle. Pour le faire, il faut disposer de certains paramètres. Ces paramètres, on peut les trouver la plupart du temps sans avoir à faire le moindre effort dans les métadonnées qui sont incrustées dans les photos que tout le monde prend. Bon. Dans certains cas, ces paramètres ne sont pas suffisants, mais on peut les compléter avec des paramètres liés au fabricant de l'appareil photo. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Si cette étape est franchie, ce qui est le cas dans la plupart des cas, c'est-à-dire qu'on peut faire des mesures d'angle, on dit, voilà, cet objet, il est sous tel angle. Ce qui ne nous avance pas encore beaucoup. Parce qu'il reste une dualité, c'est vu sous un angle donné, il peut avoir telle taille s'il est à telle distance, telle autre taille s'il est plus près. Donc il y a la dualité distance-taille. Il y a toujours ce problème-là. Et c'est le problème de fond quand on veut essayer de cerner un petit peu ce qui est vu sur une photo. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est un peu le cœur des outils originaux qu'il y a dans Ipaco. On peut utiliser des choses de nature très très diverses pour cerner les distances. Si on ne peut pas évaluer la distance pour en tirer la taille, si on a des moyens de dire la distance c'était au moins temps et au plus temps, on restreint le champ. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça peut être des façons extrêmement variées. Ça peut être simplement des éléments du paysage. Si par exemple on voit un objet et qu'il y a un nuage derrière, on est sûr que l'objet était plus près que le nuage. Si l'objet est devant des immeubles au fond, on est sûr, ou une montagne, on est sûr qu'ils sont plus près que ça. Ça, c'est un élément déjà. Donc ça, c'est l'étude du paysage, retourner sur place, mesurer, voir sur des cartes, etc. Il peut y avoir des éléments liés à l'appareil photo. Je parlais tout à l'heure de la profondeur de champ. Si un objet apparaît flou sur une photo,
et que ce n'est pas parce que l'opérateur a bougé ou l'objet, à ce moment-là, on le voit, c'est un flou de bouger qui va dans une direction donnée, ça peut être parce qu'il est en dehors de la profondeur de champ. Alors, la profondeur de champ, on peut la connaître dans les données techniques. Alors, s'il est flou, c'est en général qu'il est plus près. Donc, on sait qu'on a une distance maximum, et ça rend beaucoup service. Il peut y avoir des cas où c'est un objet qui visiblement est éclairé par le flash, si une photo prise avec flash. Et si on connaît, Antoine connaît bien cette chose-là, si on connaît ce qu'on appelle la portée du flash, c'est-à-dire la distance maximum à laquelle ça peut éclairer quelque chose, on se dit que cet objet il n'est pas plus loin que cette distance-là. Alors il y a des considérations plus sophistiquées, enfin disons plus compliquées, qui peuvent être liées à l'atmosphère, selon le type de temps qu'il fait. Alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a des équations de très grande taille derrière tout ça, mais la diffusion atmosphérique peut jouer un double rôle. Elle peut jouer un rôle par l'apparence du corps, de la couleur du corps que l'on étudie. Je m'explique. Si vous prenez un corps noir, le fameux corps noir des physiciens, vous prenez un objet très sombre, disons noir pour simplifier. Vous êtes l'après-midi, vous avez un paysage normal avec un petit peu de brume, sans plus, un peu partout. Cet objet noir, s'il est tout près de vous, il apparaît noir de chez noir. Vous l'éloignez, au fur et à mesure, il va paraître gris plus clair. Et s'il est très très loin, il apparaîtra gris très clair, voire sera plus visible. Ça, c'est la contribution de la diffusion atmosphérique. On peut faire des calculs pour comparer différents corps noirs ou différents corps sombres dans une photo. Je donnerai un exemple juste après, très concret, qui nous a permis d'élucider un cas qui est resté un petit peu dans les annales. Il y a d'autres considérations. L'éloignement peut aussi contribuer à flouer la netteté, c'est-à-dire qu'un objet dont les contours apparaissent nets s'il est très près, si l'objet s'éloigne et que l'atmosphère s'y prête, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'humidité dans l'air, etc., par des considérations de physique que je vous épargnerai, au bout d'une certaine distance, les contours apparaissent comme plus arrondis. Alors si on a des moyens de mesurer ça et de comparer ça à d'autres objets dont on connaît la distance dans le paysage, on peut cerner, si le truc est moins loin qu'un autre objet est plus loin qu'un autre, on dit la distance, c'est entre les distances connues de ces deux objets. Donc voilà le genre d'astuce. Ça ne va pas forcément très loin, mais il faut aller le plus loin que les données le permettent de faire. Alors avant juste de passer au cas dont vous souhaitez nous parler tous les deux, juste une question à Antoine Cousin qui a beaucoup travaillé sur les drones. Est-ce que le IPACO et ses particularités va vous permettre de travailler différemment sur, par exemple, sur ces photos des drones ou pas? Certainement, oui. Parce que là, on a une photo parmi toutes ces photos de drones qu'on connaît bien, qui peut être exploitable. Donc là, on a des éléments de paysage, on peut faire diverses mesures. Oui, oui, certainement. Et ça va être exploitable donc différemment? Différemment. Quelles vont être justement les différences par rapport à... Donc il y a différentes photos, les auditeurs pourront les trouver notamment sur droneteam.com, elles sont libres d'accès ces photos. Qu'est-ce que change ce logiciel IPACO par rapport au travail qui a été fait auparavant? C'est exactement ce que François disait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des mesures de radiométriques, de luminance. Donc on a tout un tas d'outils dont parlait François tout à l'heure, qui permettront de faire ça beaucoup plus facilement et rapidement, et d'avoir une meilleure estimation de la taille et de la distance de ces objets. Voilà. Encore une fois, chaque chose individuelle que vous faites avec IPACO, vous pouvez la faire avec autre chose. Je ne veux pas vendre du vent. La seule chose, c'est que si vous avez un outil... Par exemple, il y a un outil très simple. Quand on a déterminé la taille angulaire d'un objet, vous avez un petit outil où, avec un curseur, vous faites varier la distance et vous avez la taille au fur et à mesure. C'est instantané. Bon, avant, il fallait faire des calculs, prendre une calculette, etc. C'est ce genre de choses qui permettent d'avancer. Si vous avez à faire 100 fois ce truc-là, avant, on renonçait. Bon, aujourd'hui, vous le faites parce qu'un quart d'heure après, c'est fait. Voilà. C'est là-dessus qu'on joue. Et une photo, donc pour revenir à la question d'origine, en fait, une photo plus exploitable qu'une autre, c'est une photo où il y a des éléments du paysage déjà. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, notamment que les auditeurs ne voient pas actuellement, mais c'est une photo de... On peut comparer. Là, par exemple, c'est un bon exemple parce que on voit que c'est une photo d'un objet inconnu dans le ciel avec diverses collines plus ou moins éloignées. Et on voit bien que le corps noir dont parlait François tout à l'heure, c'est bien mis en évidence ici. On a un avant-plan végétal très très sombre et qui devient de moins en moins sombre au fur et à mesure de l'éloignement. Donc là, sur cette photo-là, on pourrait effectivement travailler. C'est la photo numéro 5 des drones. Et ça m'intéresse énormément parce que ça peut permettre ce genre de logiciel d'étudier différemment des photos du passé. Effectivement, comme vous le disiez, François, il n'y a pas de
de nouveautés qui fassent que on a quelque chose de nouveau. C'est juste que vous avez pris ce qu'il y avait de meilleur dans chaque coin de la recherche photographique, que vous l'avez assemblé pour créer justement cet outil. Voilà, puis c'est appelé à évoluer parce qu'il y a encore beaucoup de choses Bien sûr. qui sont appelées à se greffer là-dessus. Oui, tout à fait. Vous le souhaitiez mettre en avant un cas exemplaire selon vous. Oui, c'est le cas de Chamblay sur lequel a travaillé François de façon prolongée, si je puis dire. Donc François va en parler plus précisément que moi, il connaît mieux le dossier que moi. Oui, alors ça c'est un cas, l'histoire à côté est assez amusante. Ça se passait il y a quelques années, à un moment où précisément je faisais une revue pour le GEPAN des techniques adaptées à la photographie numérique, etc. Et dans le même temps, il se trouve que des ufologues, et pour le nommer parce que tout le mérite lui revient, c'est M. Comtesse qui m'a fourni une photo qui intriguait beaucoup les ufologues, car il s'agissait d'une photo prise lors d'une manifestation qui a lieu tous les ans de montgolfière, un truc international qui a lieu à Chamblay. Et sur un cliché notamment, il y a un objet très visible, très clair, qui n'était pas du tout une montgolfière et dont on se demandait ce que c'était. Bon. Il m'avait transmis ça, c'est tout à fait indépendant du travail que je faisais pour le GEPAN, et puis il s'est trouvé que, au fil du temps, je l'ai intégré comme exemple dans la méthodologie que je mettais sur papier. Et on est dans un cas précisément. Alors donc il y avait cette photo-là, il se trouve qu'il y a eu d'autres photos prises, mais enfin en fait on arrivait à résoudre le problème sur cette photo-là toute seule. Cet objet, on n'avait pas d'éléments, sauf que dans la photo, on voyait un certain nombre de montgolfières, c'est très joli, et puis ce truc-là. Et là, c'est un cas où s'applique très précisément ce dont je parlais précédemment, à savoir utiliser l'influence de la diffusion atmosphérique sur l'apparence d'un corps sombre ou d'un corps noir. Et pour faire court, j'ai dans un premier temps, sans utiliser Ipaco qui n'existait pas à l'époque, à la main, et ça m'a pris pas mal de temps, fait l'étude des distributions des pixels, des parties noires de cet objet inconnu, et de certaines parties noires qui étaient des nacelles de ballons. Et puis, une fois fait ça, j'ai pu identifier deux ballons qui, visiblement, étaient l'un plus proche, l'autre plus loin que l'objet en question. Le coup de chance, c'est que on parlait de montgolfières, et les montgolfières ont un diamètre assez standard. Bon, j'ai trouvé ça en fouillant assez facilement dans Internet et en parlant de ça. Et donc, connaissant la taille de l'objet, là, cette fois c'était dans l'autre sens, j'avais la distance exacte où était chacun des deux ballons de référence. Or, je savais que cet objet était quelque part entre les deux. Donc, à la louche, en faisant une règle de 3 sur les distances, j'ai pu en déduire la distance où était l'objet et sa taille. Et donc, je suis arrivé avec une conclusion à l'époque qui était, cet objet, à mon avis, il mesure à peu près 80 cm, entre 50 et 1 mètre, et puis il est dans les 320 mètres de distance. Voilà ce que donne mon truc. Bon, j'ai publié ça, ça a été dans un rapport officiellement remis au CNES, etc. Bon, très bien. Et il se trouve que l'équipe menée par M. Comtesse a excellemment fait son boulot, puisque quelques mois plus tard, il m'a contacté en me disant, voilà, on a abouti, on a fini par identifier le gars qui avait effectivement perdu un ballon. Je dois dire que dans mes conclusions, disant que l'objet faisait 80 cm par ça, je disais, explication, c'est probablement un ballon d'enfant, un gros ballon. Peut-être un très gros oiseau, ça m'étonnerait plus, mais ça peut être ça. Voilà. Donc il se trouve que M. Comtesse a identifié quelques mois après le gars qui avait effectivement perdu et laissé s'échapper un ballon d'enfant, dont on a retrouvé le modèle exact, des photographies, la taille exacte, et donc il a pu déterminer sur place que l'objet faisait 75 cm et était à 300 mètres, donc à peu près les mêmes choses. Bon. Rien de miraculeux, si on fait quelque chose de rigoureux, on a des bons résultats, mais disons c'était un cas qui illustrait parfaitement la méthodologie. Voilà. Quelque chose à rajouter, Antoine ? Non, sur Chamblay, François a très bien expliqué. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque où j'ai fait ça, j'ai passé plusieurs jours à le faire. Quand je le refais aujourd'hui avec notre outil, je mets 5 minutes et j'arrive au même résultat. C'est quand même plus pratique, effectivement. Plus pratique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les photos, finalement, j'étais sur les cas inexpliqués à ce jour, sur votre site internet, sur Ipaco, sont presque les moins spectaculaires, les photos inexpliquées. Je regardais celle à l'instant. Le cas d'Austin. Le cas d'Austin. Alors ce cas-là, Alexandre, il y a eu des éléments nouveaux. Il y a des amis d'un autre forum ufologique qui m'ont aidé à travailler sur ce cas-là, et on est pratiquement certain que c'est une bannière publicitaire tirée par un avion ou un hélicoptère vu de très loin. Et la définition de l'appareil photo et les conditions dans lesquelles ont été prises la photo ne permettent pas de voir ni l'avion ni l'hélico, en fait. Ce sera un très long câble, dites-moi. Oui, alors en fait, cette bannière fait probablement 200 pieds de long. Donc
Donc, enfin, le rapport est en cours de réévaluation, hein. J'ai pas encore mis à jour le rapport sur le site. Mais la bannière fait très probablement 200 pieds de long. La photo a été prise derrière une vitre. Donc le témoin n'a pas pu entendre le bruit de l'avion. En plus, il y a une voie rapide, une highway qui passe entre le témoin et donc l'objet. Donc impossibilité d'entendre le bruit. Et donc on a fait des calculs de distance, d'angle et tout ça. Et tout colle en fait. C'est pratiquement très certainement une bannière publicitaire tirée par un avion ou un hélico. Bon, après tout ça est à mettre en ordre, à ordonner, et il faut réévaluer le cas. Bien sûr. Mais c'est un exemple parfait de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'un cas ne reste jamais complètement inexplicable, qu'il peut y avoir des nouvelles données qui peuvent venir se greffer, ou d'autres idées qui peuvent venir se greffer en cours d'analyse, et qui permettent de réévaluer le cas. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, je ne fais pas tout seul non plus. On est nombreux, enfin on est nombreux. Il existe plein de sites ufologiques en France, aux États-Unis, en Angleterre, où il y a plein d'idées. Donc on m'aide souvent à avoir des idées, on m'aide à comprendre. Et après, bon, le tout, c'est de faire le travail et de mettre ça proprement, quoi. Êtes-vous satisfait lorsque vous ne trouvez pas d'explication sur une photo? Alors, Finalement, c'est une bonne question. Satisfait, non, on n'est jamais satisfait. On aimerait bien avoir une explication. Mais si ça reste inexpliqué, ça reste inexpliqué. On ne peut pas s'acharner sur un cas si on ne trouve pas d'explication. La satisfaction n'est pas du même ordre. La satisfaction qu'on a quand on arrive à une explication après un travail très biscornu, c'est celle du travail bien fait. Bon, on a fait un boulot et on a trouvé. La satisfaction qu'on peut avoir à trouver quelque chose qui ne s'explique pas aisément, surtout si c'est dans un environnement d'un témoignage un petit peu poignant par des gens, etc., ben ça ouvre des perspectives. Alors, c'est intéressant parce que je me retrouve avec je regarde la photo des cas inexpliqués, et ce qui paraît le plus facilement explicable est inexpliqué. Moi, quand je vois cette photo de Noirmoutier avec un coucher de soleil et un objet, enfin quelque chose de lumineux dans le ciel avec ce qui semble être une traînée, je vous dis ça à première vue, hein, on pourrait se dire très facilement que c'est la réflexion du soleil sur un objet qui amènerait cela. Et pourtant, cette photo-là est inexpliquée. Alors, inexpliquée, il faut bien séparer les cas classés C des cas classés D1, D2. Et c'est inexpliqué dans le sens où on manque d'éléments en fait pour travailler sur la photo, hein. Donc, là, c'est une photo, c'est des exemples en fait où on n'a pas de données EXIF par exemple, où on n'a pas la photo originale, parce que évidemment il faut travailler sur une photo originale. Donc ces exemples-là c'est classé inexpliqué en fait, mais bon, c'est peut-être par abus de langage. Bon, on a adopté la classification qui a mis en place le GEPAN, c'est pas peine de multiplier les classifications. Et il faut quand même être très modeste, comme dans toutes les techniques ou les sciences. Il y a des cas où on n'a pas de billes, on n'a pas d'éléments. Comme il disait, s'il n'y a pas de données EXIF, s'il n'y a pas de choses à laquelle se raccrocher, on ne peut rien dire de réellement intelligent. On peut faire du verbiage, faire des photos couleurs, tout ce qu'on veut. Mais il y a des cas où on ne peut rien faire. Donc dans ce cas-là, ça n'est pas expliqué, mais en même temps, ça n'a pas de très forte valeur d'étrangeté, puisqu'on n'avait pas de billes. C'est assez différent d'un cas sur lequel on a pu s'escrimer, on a des données, etc., et ça reste inexpliqué. Mais encore une fois, oui, Alexandre, ça reste évolutif tout ça, hein. C'est pour ça que c'est là d'ailleurs, c'est qu'il peut très bien y avoir de nouvelles données, où le témoin se manifeste à nouveau, où on peut avoir enfin les photos originales, donc bon, là on réévalue le cas. J'imagine que les cas les plus intéressants sont les cas provenant de personnes détenant une certaine autorité ou un savoir-faire, hein. Je pense à cette photo-là que je vois actuellement. Oui, ça a été pris par un pilote qui s'appelle David Hastings. Pris par un pilote, c'est ce qui est intéressant quand on se retrouve face à des personnes qui, elles, photographierait pas n'importe quoi, n'ont aucune raison de mettre en jeu leur carrière. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. Il faut faire attention à l'argument d'autorité aussi. Je veux dire, bon, les pilotes, c'est vrai qu'ils ont une certaine expérience, tout ça, mais c'est pas parce que c'est des pilotes qu'ils connaissent tous les phénomènes expliqués, tout ça. Donc c'est vrai, mais on sort pas son appareil photo quand on est pilote pour prendre un phénomène météorologique qu'on a déjà croisé une bonne dizaine de fois. Oui. Non, il peut y avoir des cas. Enfin, j'ai un cas amusant qui n'est pas du tout une règle, au contraire, c'est une exception, mais qui prouve qu'il faut être quand même méfiant, même dans ce cas-là. À l'époque où j'étais en Espagne, très actif sur l'ufologie, j'ai été mis en contact indirect par quelqu'un qui était un ami personnel d'un pilote de ligne portugais qui avait 15 ans d'expérience derrière lui, enfin un vieux de la vieille, si je puis dire. Et ce gars-là avait un jour, à titre personnel, fait un voyage comme passager et avait observé des disques volants qui tournaient autour de l'avion.
Et il avait une caméra Super 8 à côté de lui, il avait filmé tout ça. Il avait eu tellement la trouille de perdre son job qu'il avait gardé ça dans un tiroir et n'en avait jamais parlé. Bon, je trouve qu'un ami intime à lui était quelqu'un que je connaissais et qui, au fil du temps, à force de l'être, avec des entêtes, etc., officielles, lui disant mais je vous garantis le secret, etc., a bien voulu prêter son film. Donc on avait en puissance, connaissant la presse espagnole, il aurait suffi de dire un mot, un pilote, 15 ans d'expérience, filme pendant 30 secondes un disque volant qui s'agite autour d'un avion. En réalité, quand j'ai reçu le film et que je l'ai regardé, j'ai pu immédiatement reconnaître un phénomène connu, bien que rare, qui est le spectre dit de Brocken, qui, bon, je vous épargne les explications, mais qui se passe dans des conditions très précises. Il faut que le soleil soit assez à l'aplomb, qu'il y ait un sol réfléchissant avec du givre ou quelque chose comme ça, et une couche de nuages semi-transparente. Effectivement, ça forme des disques très précis qui donnent l'impression de bouger, parce que comme c'est une réflexion sur la coque de l'avion et qui bouge, et ben, ça passe à droite, à gauche. C'est très impressionnant. Bon, le coup de chance, c'est que j'avais vu ça moi-même quelques semaines avant et je connaissais l'explication. Donc il faut se méfier. On était dans un cas très passionnant parce qu'il n'y avait ni la recherche de notoriété du gars, en plus 15 ans d'expérience, un pilote. À l'explication, je suis allé plus loin. Pourquoi est-ce que ce gars n'avait jamais vu ça? C'est très simple, c'est que pour l'observer, il faut être pratiquement à la verticale. Quand on est dans le cockpit comme pilote, on ne voit jamais des choses à la verticale parce que le truc est très haut. Donc en fait, il n'était pas plus avancé qu'un kidam comme moi. Il fallait qu'un jour, il soit près d'un hublot, comme ça m'était arrivé quelques mois avant, et qu'il voit ça. Donc il faut faire attention, même dans ces cas-là. Mais c'est quand même plus intéressant d'avoir des données de quelqu'un qui sait de quoi il parle que des trucs un peu farfelus, c'est sûr. Antoine? Non, tout à fait. Je vois qu'il y a la photo de Cecconi là. Donc ce cas de Cecconi, c'est un cas italien, donc 1979. Je suis venu à m'intéresser à ce cas suite à la communication avec Eduardo Russo de SISU, donc qui est un groupe ufologique italien. Et ce cas m'a intrigué parce que il n'a jamais trouvé de solution, de résolution jusqu'à présent. Ça reste inexpliqué. Et pourtant, ça date, ça fait plus de 30 ans. Donc j'ai pu réunir, grâce à Eduardo Russo du SISU, toutes les photographies originales qu'il m'a aimablement communiquées. Et ce cas donc reste inexpliqué. Je travaille encore actuellement dessus. Et il est fort probable que je fasse un rapport, donc IPACO, à l'aide d'IPACO, sur ce cas-là, un rapport d'exemple, parce que c'est vraiment un cas très intéressant. Ouais, bon, c'est la photographie argentique, hein, mais il n'empêche qu'on peut travailler dessus sans problème avec IPACO. Le fait est que le rêve, j'imagine, pour toute personne qui vient vous consulter, enfin le rêve, pourquoi pas, je sais pas, ça peut faire peur aussi, mais le rêve, c'est de tomber sur, d'avoir pris, ou malencontreusement, ou volontairement, une photo qui ne trouve pas d'explication. Oui, c'est certain, oui. C'est certain que quand on est témoin d'un phénomène extraordinaire et qu'on prend une photographie hors du commun telle que celle de Cecconi et qu'on n'a pas d'explication, bon, ça reste, pour tout un chacun, ça reste, oui, ça reste extraordinaire, quoi. Mais là, on est dans le domaine du merveilleux. C'est du merveilleux. Ouais. De toute façon, c'est du merveilleux, quel que soit ce qu'on a vu qu'on ne se l'explique pas. Ouais. Donc, de toute façon, c'est que quand vous voyez un pilote qui pourchasse quelque chose qu'il perçoit comme un objet, qui tourne autour du truc et tout, s'il pouvait en avoir une bonne photo, il serait assez content, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas rêvé. Bon, la nature de ce qu'il a vu, on n'en sait rien, mais il n'y a quand même pas que des rêves et des fantasmes. On va certainement en parler d'ailleurs cet après-midi avec Dick Haynes et puis tous ses invités à la conférence là, à laquelle on va après. La NARCAP, oui. Du NARCAP, puisque en fait il est question justement de sécurité aérienne et d'OVNI. Donc c'est quelque chose auquel les pilotes sont attachés et que Dick Haynes essaie depuis des années de faire passer auprès des autorités aériennes, avec plus ou moins de succès. Vous arrivez à obtenir ce que j'imagine que l'idéal pour travailler sur une photo, c'est d'avoir aussi des données radar pour savoir s'il y a du sol, une reconnaissance. L'idéal, c'est le multisource. C'est le multisource. La technique radar en soi, les radars sont source d'un tas de phénomènes fantômes, comme on le sait, etc. Bon, les photos aussi, Dieu sait si les photos numériques, des millions de gens voient des esprits, des trucs dans des poussières éclairées après de l'appareil. Enfin bon. Mais si on a un truc pourquoi pas? Bon, mais il peut y avoir des cas vrais, mais enfin, en tout cas, il y a des milliers de cas qu'on explique complètement et qu'on reproduit quand on veut. Mais par contre, si la donnée est multisource, une source pouvant être un témoignage visuel, on peut quand même, moi a priori, je fais confiance aux gens, il y en a peu qui mentent, ça arrive, mais c'est rare. Une autre pouvant être une ou des photos. Quand vous avez deux, j'ai eu des cas où il y avait deux vidéos simultanées d'un phénomène très étrange dans le ciel nocturne de Metz il y a une 10-15 d'années. Ça devient intéressant, parce que là, on ne peut pas avoir un artefact lié à une caméra précise, il y a les deux. Donc c'est beaucoup plus riche. Antoine, cousin? Eh bien non, François a très bien expliqué encore une fois.
Non, non, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Très bien. Oh, on n'est plus très très loin de la fin de cette émission. Juste avant de terminer, François Louange, je vais vous demander, mais alors là c'est uniquement pour le plaisir, de nous citer un cas d'une recherche euh, qui n'a pas abouti et qui vous fait encore réfléchir aujourd'hui. Costa Rica, peut-être, non? Oui, j'ai déjà cité tout à l'heure Costa Rica. Bah, c'est sûr que c'est un peu agaçant parce qu'encore une fois, là, c'est pas un point blanc sur fond noir, quoi. C'est quelque chose et on ne sait pas quoi. Cela dit, je ne sais pas ce qu'on pourrait y faire. Donc ce qui est très frustrant, c'est quand on est arrivé au terme de ce qu'on pouvait faire et qu'il n'y a aucun espoir. Bon, quelquefois, on peut avoir un espoir, retrouver un témoin qui vous dise quelque chose ou retrouver un élément d'information qu'on n'avait pas. Mais il y a des cas où on est embuté. C'était le cas avec Petit Rochin, d'ailleurs. On était en train de pédaler, couper les pixels en 4, mais bon, ça ne nous donnait rien. Donc oui, je n'ai pas de cas en particulier, mais disons que celui-là, c'est un bon exemple. Et chaque fois, alors là, on parle du vécu personnel, psychologique, etc. Mais plus on s'investit sur un truc pour lequel on ne trouve aucune réponse, c'est d'ailleurs le cas sur le dossier OVNI en général, parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup d'OVNI, il y a beaucoup de petites guerres de chapelle, de tout ce qu'on veut, c'est ce qui se passe quand on piétine dans un sujet, on ne sait plus de quoi parler, et donc on dit que l'autre est un méchant ou un mauvais, etc. C'est un peu frustrant, quoi, depuis le temps qu'on travaille là-dessus. On voudrait pouvoir avancer, et là, par contre, pour la problématique OVNI, moi, il y a quelque chose qui me reste comme une arme qu'on n'a pas encore assez utilisée, et je développe ça quand je peux, c'est la notion de recherche active. Je m'explique. Actuellement, pratiquement tout ce qu'on fait en ufologie, c'est sur la base de données recueillies, ce que j'appelle passivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'une part des témoignages. Les témoignages de qui? Des gens qui, spontanément, vont voir la gendarmerie ou vont voir les ufologues ou vont parler de ça. Bon. Des enregistrements. Les enregistrements, c'est quoi? C'est des photos prises fortuitement par quelqu'un qui s'y attendait pas. Bon. Alors que si on passe à un autre stade qui est la recherche active, et ça c'est un conseil que m'avait donné Alan Hynek, le regretté Alan Hynek, qui m'avait fait le plaisir de me recevoir chez lui en 77-18, je ne sais plus, il m'avait donné un conseil que j'avais immédiatement mis en application en rentrant à Madrid, qui était mon lieu de travail, prendre un journal très sérieux, alors là j'avais pris El País, j'aurais pu prendre Le Monde en France, mettre un petit entrefilet tout à fait neutre et triste, j'allais dire, qui dit des scientifiques étudient ce machin, si vous avez vécu quelque chose, vous serez reconnaissant de leur fournir, mais discrétion totale garantie. Autrement dit, aller au-devant des gens en éliminant d'entrée tous ceux qui cherchent à se faire mousser, parce que les gens auxquels on s'adresse, par définition, on ne parlera jamais d'eux. Donc, voilà. Et c'est là alors j'ai fait ça, et ça marche très bien. Et ça nous fait réaliser à quel point ce qu'on connaît de ces phénomènes, ou prétendus phénomènes, peu importe, n'est que la face émergée de l'iceberg. Parce que beaucoup de gens, bon, dans ce cas-là, vont se libérer, vont venir vous voir, ah bah vous êtes sérieux, vous travaillez à l'agence spatiale, tout ça. Enfin, bon. Et puis vous racontent leur histoire qu'ils n'auraient jamais racontée, y compris des histoires très étranges avec des rencontres. Moi j'ai des cas de gens connus qui ont fait des rencontres, ou cru faire, peu importe, mais en tout cas de bonne foi. Là je suis sûr de la bonne foi, de rencontres d'engins, avec des êtres, etc. Enfin, bon. Alors, si on faisait plus ça, alors ça c'est pour la partie témoignage, c'est aller au-devant des gens avec des techniques un peu comme celle-là. Et plus les gens sont haut placés dans les responsabilités de la société, en général, moins ils en parlent. Donc, il n'y a que ça pour arriver à le faire. Et puis, sur le plan des appareils, au lieu d'être passif, c'est-à-dire attendre que quelqu'un prenne une photo, c'est essayer de penser à des systèmes de détection un peu systématiques. Là, il y a eu des projets. Il y a des choses en cours d'ailleurs maintenant. Il n'y a pas une installation d'une webcam assez précise, hein, je crois, qui est sur un endroit où il y a souvent des Esdalen en Norvège. Voilà, merci, oui. C'est ça que j'étais en train de chercher. Donc l'idée, c'est de placer une caméra. L'idée, c'est de se dire qu'on est à un endroit donné où, si possible, où il y a des chances qu'il se passe des choses, et faire une surveillance du ciel. Quand on surveille le ciel, on trouve toujours quelque chose. Il y a 25-30 ans, avec Esther, elle avait eu l'idée, quand il est patron du GEPAN, de faire mettre une caméra fisheye, donc très grand champ, au sommet du pic du Midi, et de prendre des dizaines d'heures de films comme ça, la nuit, l'été. Bon, on s'est retrouvé avec 100 heures ou 120 heures comme ça d'enregistrement, et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? On va payer un étudiant pour dépouiller ça. Alors c'était 100 heures pris au hasard. Bon, sur ces 100 heures, il y a eu N avions, N satellites, machin, et puis il y a un ou deux trucs qu'on n'a jamais expliqués, des lueurs, un machin dans le ciel, bon. Je ne dis pas que j'ai vu des extraterrestres, hein, loin de là, j'en sais rien. Mais en tout cas, donc, si on regarde le ciel, on voit toujours des choses.
On avait eu un projet dans le cadre Eureka européen qui avait été poussé assez loin de faire, qui venait de l'ufologie, mais qu'on présentait comme, à juste titre d'ailleurs, comme multi-usage, puisqu'il y a des phénomènes rares dans l'atmosphère, il y en a beaucoup, à commencer par la foudre et beaucoup d'autres. Bon, ce projet ne s'est pas fait pour des raisons qui sont sans intérêt, et il s'est fait plus modestement à l'échelle de la défense pour détecter les satellites qu'on ne voit pas. C'est assez prometteur, ça marche bien. Donc si on met des systèmes qui observent le ciel et qui mettent l'accent et qui mémorisent ce qui se passe d'un peu imprévu, on va aller 1000 fois plus vite que d'attendre que quelqu'un par hasard sur la plage voit un truc débarquer. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui pourrait théoriquement être fait. Alors effectivement, il y a des projets. Esdalen est un truc qui a démarré parce qu'il y avait des phénomènes répétitifs à un endroit en Norvège. Au départ, c'était un peu des amateurs qui ont mis ce qu'ils pouvaient, des caméras. Et qui allaient là-bas, ils étaient quasiment sûrs à chaque fois de voir quelque chose qu'ils avaient du mal à Oui, comprendre. tout à fait. Et c'était très fréquent. Alors c'est beaucoup moins fréquent maintenant, mais ça se passe encore. Et puis, ils ont un petit peu professionnalisé. Ils sont en cours de... Même la France a contribué sous l'impulsion du conseil de suivi du GEPAN et à travers des gens du CEA qui se sont impliqués à travers des équipements pour faire avancer ce truc-là. Ça, c'est une voie où on avancera beaucoup plus vite. Et à titre privé, maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut aussi soi-même mettre ce genre de choses en place. On sait qu'une caméra HD, maintenant, ça coûte plus grand-chose. Alors, on ne parle pas de HD professionnel, mais de très bonne qualité. On peut mettre ça relié à son ordinateur et à un disque dur. Et puis, il faut garder un grand champ, parce que si faut vous garder regardez un grand petit champ, faisceau, voilà. Il suffit de prendre une lentille qui permette de faire un grand angle. Voilà. On peut avoir à peu près ce qu'il y a sur son toit, si on est dans un endroit sans trop de pollution lumineuse. Et là, on devient actif, effectivement, et on traite les informations. On n'est pas... C'est un problème qui existait depuis longtemps pour la détection des météorites, des chutes de météorites. Ça a l'air idiot, c'est quelque chose pour les scientifiques concernés de très important, parce que les vrais météorites, c'est-à-dire des vrais morceaux de taille significative qui tombent du ciel, il n'y en a pas tant que ça. Et il existait déjà, mais depuis longtemps, depuis 30 ans, 40 ans, des gens qui s'escrimaient avec les moyens de l'époque pour faire de la surveillance du ciel, de la trajectographie et retrouver des météorites, avec un certain succès d'ailleurs. Le ténor de tout ça étant à l'époque un Tchèque. Donc c'est pas nouveau, mais comme vous dites, on peut être actif en essayant d'aller au-devant de l'info, en n'attendant pas qu'elle vous tombe dessus au coin de rue, allant faire ses courses, quoi. François Louange, Antoine Cousin, un grand merci d'être venu aujourd'hui nous présenter votre bébé, votre projet. Il s'agit, ça y est, abouti, il s'agit d'Ipaco, ce logiciel, ce programme qui permettra alors aux particuliers, comme j'ai envie de dire aux professionnels de l'ufologie, d'étudier plus finement une photographie ou un film pour savoir réellement s'il y a quelque chose d'explicable ou d'inexplicable pour le moment. Voilà, comment est-ce que c'est dit? C'est ipaco.fr sur Internet. Ipaco s'écrit I-P-A-C-O. Quelque chose à rajouter, messieurs? Merci parfait, de votre Alexandre. invitation. Tout a été dit? Eh bien, c'est parfait. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.com. C'est l'émission La Vague d'OVNI et c'est tous les mardis soirs à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Cette émission est proposée et dirigée par Didier Deplège. Elle est animée par Alexandre.